Salut les boys, bienvenue au Sportcaster, ça va bien? Bien, merci. Oui. Hey, pour vrai, c'est une grande journée aujourd'hui parce qu'on va parler de ski boss, on va parler d'amitié et de chum, de voyage de ski. Et bienvenue au Sportcaster, Pierre Forget, Jean-Luc Brassard, merci d'être là les gars. Un grand plaisir. Pour vrai, je vais vous présenter quand même pour ceux qui n'ont jamais écouté la télé depuis 1993. Jean-Luc, on va commencer avec toi. Alors, tu viens de Grande-Île, qui est près de Valleyfield, sud-ouest de Montréal. Et tu as gagné la médaille d'or en ski boss au Jeux de Lillehammer en 1994. Et aussi, on a avec nous quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde. J'ai noté ici, si je ne me trompe pas, à La Plagne, le 21 décembre 1993. Pierre Forget. Oui. C'est ça? C'est la seule que j'ai gagnée. Sérieux? Le 21 décembre, c'est un beau cadeau de Noël. Ouais, mais c'est Noël, ouais. Le 22 décembre. Avec le dossard 22, je partais 13e. Sérieux? Ouais. Ça veut dire que tu as eu une run d'enfer à un moment donné. Deux runs d'enfer, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls que je me suis rendu en bas. C'était tellement une piste abrupte, longue. Personne n'aimait ça aller là. OK. Puis même, je pense, cette journée-là, j'en ai qui avait fini 54e. Ça passait ou ça passait pas. OK. Ça se décidait sur le premier saut la plupart du temps. C'est vraiment hot. Pour vrai, les gars, honnêtement, c'est ça qui est beau, c'est que là, je vous reçois, tu sais, on parle d'accomplissement, on parle de médailles, mais je me rends compte que votre parcours est beaucoup plus associé à l'amitié puis aux grandes rencontres. Puis Jean-Luc, ton histoire, c'est ça que je me rends compte, c'est vraiment associé à ça. Tu as fait beaucoup ce discours-là que l'important, les chums, la présence des amis. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés par hasard au Mont-Olympia. Pierre était venu skier avec son frère Michel, son frère jumeau. Ouais. Puis moi, j'avais une petite gang au Mont-Olympia, mais quand on avait vu les deux jumeaux skier, on était bien impressionnés. On n'était pas vieux, on avait peut-être 12-13 ans. On était vraiment impressionnés. Tu sais, c'était deux espèces de casse-cou, peur de rien. Puis je pense qu'ils faisaient des 720. Puis à notre époque, c'était vraiment la fin du monde. Là, un double hélicoptère sur un saut. Puis on voulait les connaître. Tu sais, c'était des gars qui... c'est comme du miel des abeilles. Là. C'était des gars qui attiraient par leur charisme et puis qui ont un magnétisme. Là. Dès qu'on les approche, on tombe sous le charme. Là. C'est des gars bien le fun qui rient tout le temps et puis qui ont toujours un mot pour rire. On se sent bien avec eux autres. Là. On se sent pas achalé. C'est bien le fun. Fait que ça a commencé de même, je pense. Puis on parle en quelle année à peu près à ce moment-là? 12-13 ans. Ouais. T'en as 107, moi j'en ai 106. Ça fait longtemps. 12-13 ans, des années, je sais pas, 84, 85? Ouais, OK. Ouais, Fait ouais. que c'est vraiment avant tout le volet professionnel. On faisait même pas de course encore, là. C'était même pas dans nos pensées. Okay. Tu sais, habituellement, quand t'es pas pire en ski, puis là, tu t'en vas dans une montagne qui est pas la tienne, là, tu rencontres la gang de la montagne, puis il y a comme une adversité, tu veux montrer que t'es bon, puis habituellement, ça se passe pas tout le temps bien. Eux autres, c'est sa sœur qui était venue nous chercher. OK. Elle dit, vous skiez donc bien, vous autres. Venez-vous-en avec nous autres. Puis on a commencé comme ça. Ouais. Puis Jean-Luc, ironiquement, là, c'était pas lui le meilleur. Il y avait deux autres gars qui, à mon avis, étaient meilleurs que lui. OK. Ouais. Puis lui, je me rappelle, tu avais un coat avec des fleurs. Parce que c'était du ski de printemps, là. Tout le monde était habillé pété un peu. La côte de ma mère, Ouais, je me rappelle. Ouais. Fait qu'on a fait du ski C'est de le même, même on que ça s'est a lié starté. d'amitié. Puis après ça, lui a commencé à faire des compétitions au niveau régional. Mais lui, première compétition qu'il a faite, il l'a gagné. Puis là, on s'est dit, bon, ben nous autres aussi, on va en faire. Fait qu'on a suivi un an plus tard, nous autres. Okay. Mais fait que c'est pour ça que le parcours s'est décalé. Mais je me rappelle, ta première régionale, c'était à Gabriel. Tu avais fait un backstretcher en haut. Je pense bien. J'étais dans le portion de départ, je savais même pas qu'il fallait faire 2 sauts. Ouais. T'es sérieux? Je shake de même, là. Je savais pas comment ça marchait pantoute. Mais tu sais, on était 3 dans ma catégorie, ça fait que j'avais une chance sur 3 de gagner, tu comprends? Ça fait que c'était pas la run de l'année, là, mais c'était les débuts. C'est de même que ça a commencé. Tu sais, vous autres, à cette époque-là, faut comprendre que moi, je suis issu du milieu du ski. À 4 ans, j'ai commencé au Mont-Habitant. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a initié à ça. Je me souviens que j'étais arrivé en retard à l'école une fois. C'était pour regarder ta run, les Lammers, juste avant. Tu as dû l'entendre souvent, celle-là. Mais comment ça pouvait ressembler à cette époque-là, commencer en ski? C'était sans montagne, vous appreniez qu'il y avait une compétition ou vous faisiez partie d'une école, d'un club, puis là, il vous disait samedi, c'est à la montagne, il va y avoir une compétition, voulez-vous participer? Comment ça pouvait ressembler à cette époque-là? Moi, dans mon cas, j'ai commencé à skier à 7 ans, mais j'ai pas aimé ça. Ouais. Et puis, mes parents m'ont encouragé à continuer quand même, à réessayer. Puis 2-3 semaines après, c'était rendu une raison de vivre. Puis pendant 7 ans de temps, j'ai fait du ski pour le fun. Là. J'ai pas fait de compétition. J'ai commencé à 14 ans. Et c'est ma sœur qui a commencé avant moi.
Elle avait vu tout ça à la télé, je pense, du ski acrobatique. Puis elle avait dit à ma mère, je veux faire ça. Évidemment, comme mère, elle ne voulait rien savoir que sa fille fasse ça. C'est que pour la décourager, elle lui avait dit, si jamais tu vois quelque chose, OK, tu iras, sachant qu'elle ne trouverait jamais rien. Mais la fin de semaine d'après, elle avait trouvé quelque chose. Fait qu'elle y a été. Puis après, elle m'a convaincu. Elle dit, t'aimes ça faire des bosses, essaye-toi. Fait que quand t'es ado, tu veux courir plus vite que ton chum de classe. Là, ça fait que je suis allé m'essayer, mais c'était un nouveau challenge d'ado, mais j'avais jamais... Je pensais pas faire une carrière de ça, pas en tout. Là. C'était juste le thrill de faire une course comme tu fais une course dans un test d'éducation physique à l'école. OK, je comprends. C'était pas plus que ça. Le sport n'était même pas olympique encore. Là. Ouais, OK. C'est vrai, ça? Non, on savait pas où qu'on s'en allait. Je rêvais pas d'aller aux Jeux olympiques. Moi, ça m'est passé dans la tête en 91, je pense, ça a commencé à me trotter dans la tête. Sinon, j'étais pas... C'est donc de dire qu'à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, le Canada, c'est un incontournable en ski boss, mais à cette époque-là, dans l'échiquier mondial, on se retrouvait où un petit peu dans la réalité du ski boss, justement? Ben, dans les sauts, on était numéro 1 avec les frères Laroche, Lloyd Langlois, des légendes là, qui ont vraiment construit le sport. Okay. Dans les bosses, on était troisième sous-sol. Ça n'existait pas vraiment. Il y avait du monde qui faisait des bosses sur la scène internationale, mais c'était pas des mauvaises personnes, mais c'était pas des dominants, loin de là. C'était... Mes idoles, moi, c'était pas des Canadiens, c'était des gens de l'étranger que je voyais sur vidéo, mais moi non plus, j'ai jamais rêvé aux Jeux olympiques. Vous n'avez pas pensé à ça? Avant que même... J'ai jamais pensé aux Jeux olympiques que j'étais pour y aller avant que quelqu'un me dise « Tiens, voilà ton billet pour aller aux Jeux olympiques. » Ça fait que j'ai jamais... Avant ça, c'était pas parti de... Puis je suis bien content de ne pas avoir eu cette espèce de pression-là de dire « Il faut que j'aille aux Jeux olympiques. » Ouais, je comprends. Là, j'avais du fun à faire des courses, tout simplement. Puis chaque palier était le palier le plus dur de ma vie. Là. Les courses provinciales, c'était la fin du monde. Là. Contre les gars de Bécomo, plus grands, plus gros, ceux de Québec, ski au Mont-Saint-Anne. C'était drôlement impressionnant. Ça fait que j'ai jamais pensé me rendre... Ça a commencé à demain. Ouais. Puis c'est quand, à un moment donné, que ça devient comme une équipe nationale? À quel moment, tout d'un coup, on fait partie d'une équipe, on se côtoie, on rassemble les meilleurs? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se produise? Bien, je pense qu'avant de se rendre là, je dirais qu'il y a quelque chose quand même, je pense, qui est bien important. C'est qu'on était dans le même club au Mont-Gabriel. OK. Puis on avait un entraîneur qui était peut-être pas le meilleur technicien au monde, mais c'est pas grave. Tu sais, quand tu as 13-14 ans, là, c'est pas important, ça. Ça se met en place tranquillement. Mais on avait un entraîneur, on va le nommer, il s'appelle Yves Terrien. Ouais. C'est un gars qui a toujours mis le plaisir de l'avant puis l'esprit d'équipe. Cool. Puis, on avait des moyens nuls, là, zéro moyen. Alors, lui, il avait une vieille auto américaine, scrap. À un moment donné, il est arrivé avec des balles de foin. C'est nous autres qui les avaient amenés de notre ferme. Ah ouais? Oui, c'est nous autres qui avaient amené. La ferme familiale? Oui, on avait amené des balles de foin, justement. Je m'en allais là. Puis on avait fait notre site d'absorption. Ça fait comme entraînement, il stationnait en bas du Mont-Gabriel. Puis notre entraînement, c'était de monter les balles de foin dans la pente puis pelleter nos bosses. Puis tout le club participait. Là. On s'encourageait les uns les autres pendant qu'on pelletait. Il y en avait qui se préparaient à monter. On prenait même pas le télésiège parce que l'entraîneur nous avait dit, si vous montez à pied, vous allez encore plus vous entraîner. Okay. Fait que on est dans l'esprit Rocky Balboa, là, à l'ancienne. Mais on s'entraînait, puis on avait du fun à faire ça, mais sans s'en rendre compte, on s'entraînait en faisant ça. Puis surtout, on développait un esprit d'équipe. On montait à pied à côté des sites, ça fait qu'on s'encourageait, let's go, t'es capable. Nouveau challenge, puis un double saut pour passer les bosses plutôt que les absorber. Des exercices d'équilibre, on absorbait avec nos bâtons sur nos pouces pour... fallait pas que les bâtons tombent. Okay, ça paraît niaiseux, mais c'est quand même, quand ça va vite, ça va vite. Là. Puis on a développé un esprit d'équipe extraordinaire, à s'entraider comme ça. Puis à se pousser l'un l'autre, là. Ben oui. Parce que là, lui, il va un petit peu plus vite, lui, il va un peu plus loin, en haut. Puis là, moi et mon frère jumeau, Stéphane Rochon, en haut. On est capable, fait que tout le monde se pousse. Puis là, un moment donné, il y en a 4-5 qui ont sorti du lot. Puis d'ailleurs, le Mont-Gabriel est devenu la pépinière dans le Nord pour sortir les meilleurs skieurs de boss. Sérieux? Ben oui. Mais d'ailleurs, il n'y a jamais un club encore à ce jour, aujourd'hui, un club d'un centre de ski qui a envoyé autant d'athlètes à l'équipe nationale. C'est toute partie d'une mini-montagne minuscule que aujourd'hui, on ne porte pas trop d'intérêt, mais tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste besoin d'avoir le goût d'y aller, puis ça suffit. Le reste, c'est de la créativité, puis tu mets ça en place. Là. Vous autres, vous tripiez, là, vous sentiez que vous défrichiez quelque chose. Considériez-vous à cette époque-là comme des gars de sport extrême? C'était-tu considéré comme un sport extrême comme on voit aujourd'hui du monde sauter des cliffs ou faire du bungee, des affaires en main? C'était-tu considéré comme des rebelles de la montagne? Là? Ah ben, à cette époque-là, je te dirais que oui, mais aujourd'hui, tu regardes ce qui se fait, puis moi, je ris tout le temps. Trois fois que je vois une folerie sur de Red Bull qui se fait présentement, j'y envoie à lui, puis je marque twist. Ça n'a plus d'allure, les jeunes, ce qu'ils font aujourd'hui. Puis encore là,
il y a un dark side à tout ça, c'est qu'il y en a qui se plantent, là, puis qui se plantent sérieusement, puis qui sont en chaise roulante pour avoir une shot vidéo, puis qui vont les rendre famous, mais qui se plantent d'aplomb. Moi, knock on wood, je me suis jamais planté. On a fait des foleries qui étaient calculées comme extrêmes à l'époque, mais ça n'a plus rien à voir. Là. Moi, je pense que je suis le dernier gars qui a gagné une Coupe du Monde avec une simple une double. Des manœuvres dans les sauts, ouais. Si je vous montre cette photo-là, Monsieur X, si on pouvait envoyer après une photo, je voudrais partager ça si c'est possible, si ça vous rappelle quelque chose. Parce que vous avez parlé des chums, vous avez parlé de l'équipe à l'époque. Ça veut dire que ça avait un rôle important pour vous autres. Là, vous n'aviez pas le sentiment que vous alliez vous entraîner. Vous alliez voir votre gang. On voyait le monde avec vous autres. Tout était inventé, puis c'était le fun à inventer. C'était de la créativité. On jouait. Dans le mot sport, tu as la consonance jouer. Nous autres, on allait jouer à ski, on s'amusait, puis on inventait, puis on était stimulés par nos inventions. Une fois l'été venu, il n'y avait pas de boss, on n'avait pas d'argent pour les glaciers à l'époque. Ça fait que ce qu'on faisait, on allait courir sur des roches dans les rivières du Nord, que le niveau de l'eau avait baissé. Il fallait courir à la planche en mettant les pieds au bon endroit, ces bonnes roches. Là, on en venait à anticiper quelle roche était pour bouger, quelle roche était pour glisser, il ne fallait pas se mettre le pied à l'eau. On faisait des méga bonds, on se promenait sur des falaises, puis on se faisait des circuits, puis on se chronométrait. My God. Mais on a développé du cardio, on a développé de l'impulsion, on a développé de la pliométrie, puis toujours en s'amusant, toujours étant en pleine nature, c'était le fun notre affaire, là. C'était toujours le fun. Alors, on ne sentait pas une obligation comme ça de performer. Il n'y avait pas de performance à ce moment-là. On avait du fun à s'appeler pour dire hey, on s'en va faire un circuit, on s'en va s'entraîner. C'était vraiment cool. C'était une atmosphère que j'ai adorée. Si je vous montre ça, ça vous rappelle-tu des bons souvenirs, ça? Ça ressemble-tu à ça? Les gars qui allaient sauter ces roches glissantes? On était rendu plus vieux encore. À ce moment-là, on était rendu à Whistler. Ça, c'était les kicks. Là, on partait en camp d'entraînement. Tu sais, Whistler, à la fin des années 80, tu achetais un condo, deux chambres à coucher pour 190 000 $, puis on trouvait que c'était inacceptable et inaccessible. Maintenant, ça se vend 900 000, 1 million. Mais c'était à l'époque. On se retrouvait toute une gang ensemble, puis il y avait une ambiance du tonnerre. C'était vraiment trippant. On partait du Mont-Gabriel, puis on se ramassait à Whistler. C'est une méga montagne. C'est vraiment cool. Wow, c'est vraiment intéressant. Moi, tout le volet, dire que, pourquoi le ski boss à l'époque que, mettons, le Super G ou les autres expériences de ski qui s'approchaient énormément de ça quand même, qu'est-ce qui vous avait attiré le plus dans la bosse, précisément? Les sauts. Moi, c'était les sauts. Ouais. Puis le dynamisme, je trouve que chaque sport a un type de personnalité qui va attirer un certain type d'athlète. Mm-hmm. Puis, ironiquement, là, on fait beaucoup, en tout cas, moi, je fais beaucoup de kites. J'en ai qui commencé, mais là, vu qu'il est rendu papa, il en fait un peu moins. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup le même type de personnalité de gens, du monde cool, accessible. C'était cool. Ouais, c'était ça. Ça vous attirait parce que, c'est ça, il y avait une attitude à cette époque-là que c'était ça qui était hot. Parce que, tu sais, en plus, visiblement, vous portiez pas de casque, là, quand j'ai vu ta run à Lillehammer. C'est la première fois qu'il m'est venu. J'ai dit, aïe, il y allait les goggles direct, pas de casque, rien. Fait que, tu sais, c'était casse-cou pareil. Oui, mais c'était la réalité. On ne se rendait pas compte. Nous autres, c'était pas dangereux. J'ai jamais eu de commotion. Mais je reviens un petit peu en arrière. Moi, ça a été un coup de foudre. J'ai vu ça à l'Univers des sports à Radio-Canada. J'ai vu une Coupe du Monde à la télé, puis j'étais avec 2 autres amis, puis on était sidérés devant notre écran. Ça a été un coup de foudre quand t'es jeune. Tu vois quelque chose, puis tu dis « Wow, c'est l'affaire la plus extraordinaire que je vois de ma vie. » On a fermé la télé, puis on est allé skier dans les bosses. Puis on a appris par nous autres. On n'avait pas d'entraîneur à l'époque. On le faisait pour le plaisir. On regardait le vidéo, on se corrigeait entre nous autres. Puis on s'est toujours corrigé toute notre vie. Vous filmiez ou vous regardiez comment ça pouvait se faire, genre, mettons? On se filmait. Okay. Puis il y avait la Coupe du Monde qui était à l'époque le happening dans le Nord, la Coupe du Monde du Mont-Gabriel. On était des petits culs, là, 14 ans, 15 ans, puis là, on voyait nos idoles arriver, là. Éric Berton, Edgar Gros-Piron quand il a commencé, puis Sten-Elise Attestad. Ça, c'était une Norvégienne qui a gagné à Lillehammer. Une beauté. Bref, on était des petits culs. Les gars, il a l'air d'avoir un inside avec... comment tu l'as appelé? Sten-Elise Attestad. Oh mon Dieu, moi je l'ai vu, c'est ça. Je l'ai vu... je l'ai juste vu. Okay. Parce que je me suis mis à rencontrer une Scandinave. Oui. Fait qu'à un moment donné, on roumait avec les Scandinaves. Fait que je l'ai vu sortir avec une serviette. Très joli. Bon, fantastique. Ça vous a permis de vous faire, tu sais, justement, quand tu dis la happening de la Coupe du Monde, ça vous a permis de rencontrer du monde de tous les pays. Tu sais, ça devait être écœurant, cette bout-là. On voulait être là. Tu sais, on sentait qu'on s'en venait là. Puis là, c'était drôle parce que il y avait les gars qui avaient les bibs, tu sais, parce que là, c'est comme
c'est ton droit d'entrée pour aller dans la piste parce que juste les gars aillent là. Puis nous autres, on était sur le bord. Puis on attendait qu'il y en ait 3-4 qui passaient pour se rendre en haut du parcours, pour aller dans le parcours. Tous les patrouilleurs nous connaissaient, nous autres, là. OK. Parce que c'était les mêmes patrouilleurs que je d'habitude. comprends. Puis là, ils essayaient de nous repogner, parce qu'ils essayaient de nous pogner souvent aussi, là. Mais, Qu'est-ce que vous faisiez si c'est pas correct pour que... ben, les sauts étaient pas... quand c'était dans une piste faite pour ça, c'était correct, mais sinon, t'avais pas le droit de sauter. Sérieux? Dans les années 80. Fait que vous étiez les rebelles de la montagne, là. Ouais. Vous étiez comme dans les Simpsons, là, quand le directeur se faisait avoir, là, genre. Avec, à Saint-Sauveur, comment il s'appelle? J'ai un plan de mémoire. La famille du Mont-Saint-Sauveur. Dufour. On est arrivé en ski de printemps parce que le gros ski de bas, ça se passait à Mont-Gabriel dans la O'Connell. C'était un versant sud, gros soleil. Ça faisait Juicy Fruit là, à l'époque. Puis après ça, on s'en allait à Saint-Sauveur, qui était une face nord-nord. Fait que la neige restait là plus longtemps. On arrivait avec nos pelles le matin, nous autres, puis du sel. On se montait des seaux, puis on mettait du sel sur le seau. Ça venait béton. Puis là, ça nous permettait de faire nos seaux. Puis là, les patrouilleurs nous gardaient. Ils nous laissaient faire tout ça. Puis là, quand on partait, ils allaient détruire nos seaux parce que c'était pas reconnu. Fait que là, on se poignait par le collet. Mon frère jumeau, on n'a pas vraiment changé. Ben voyons donc. Avec les patrouilleurs, puis M. Dufour, qui est le président de Mont-Saint-Sauveur International, il était monté. Puis là, il dit, c'est quoi le problème? M. Dufour, laissez-nous faire nos sauts, s'il vous plaît. On vous fait un spectacle gratis, puis vendez de la bière. Tu t'es pas fou, toi? Wow! Ouais. Fait que ça a commencé, puis là, ils font des pistes de boss. Ben oui, c'est connu. Drette devant l'enceinte principale. Fait que t'es en train de me dire qu'à 14-15 ans, c'est toi qui disais au président de la montagne de dire, là, il serait peut-être temps que vous nous laissiez faire nos sauts, puis vous direz à un monsieur d'aller vendre de la bière dans la montagne. Ouais. C'est cœur, hein? C'était pas l'idée d'être rebelle pour être volontairement rebelle. C'était juste qu'on aimait ça, puis on aimait ça sauter, puis on aimait ça skier, tout simplement, puis l'attrait, pourquoi pas le ski alpin? Moi, c'est parce que j'avais un coup de foudre pour les bosses. Je comprends. Je trouvais ça cool. Puis je trouvais aussi qu'il y avait une espèce de lourdeur. Je regardais les skieurs alpins, puis c'était beaucoup, question look, et puis question de... Il y avait beaucoup de trucs de paraître, peut-être. Plus que dans la bosse, OK? Ouais, ben nous, on était tout croche, on n'avait pas une scène, puis c'était drôle notre affaire, mais c'était cool, c'était une grande famille, tu sais. Je comprends. C'était pas volontaire non plus à cet âge-là, mais c'était juste que c'était ça qui nous plaisait, tout simplement, puis on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a des courses super importantes que j'ai gagnées, que j'ai oubliées, mais je me rappelle de mes années au Mont-Gabriel, je me rappelle de mes chums. Tu sais, c'est ça qu'on se rappelle en bout de C'est le meilleur souvenir au final. C'est comment ça a commencé, Ben, l'enthousiasme, tout ça. Puis... Tu sais, c'est pas compliqué, hein, ces affaires-là. On est dans une société où on met tout l'accent sur les résultats, puis les accomplissements, puis le palmarès, puis c'est ça qui flash, en bout de ligne. Non, ouais, je comprends. Mais si je te demande, tu te souviens-tu de tes notes d'école? Tu te souviens-tu de tes notes au secondaire? Non. Tu t'en rappelles pas, mais tu te rappelles de tes amis à l'école primaire. Tu sais, pas toute la classe, mais tu t'en rappelles. Tu te rappelles de ceux que tu as niaisés, que tu n'aurais pas dû niaiser aussi. Tu sais, comme quoi, il faut que tu fasses attention à tes amis aussi. Ça fait que les résultats, c'est un peu ça. À un moment donné, quand tu les vis, tu veux en avoir parce que tu sais que c'est important, c'est ta raison d'être là, comme coureur, puis tu veux toujours en avoir plus. À un moment donné, plus, là, ça si on amène ça à l'aspect monétaire, ça te prend combien de millions pour être content? Ouais. Une fois que tu as 3 bateaux puis 22 télé, là, es-tu plus heureux que quand tu es dans un chalet à la pêche pour rien avec tes chums? On est toujours surpris de voir les gens riches de dire, ben, va vivre, là, lâche le relax. Là, ben, c'était ça, nous autres, qu'on vivait. On vivait l'esprit de gang, puis on s'encourageait, puis on était, nous autres, pas mal surpris de se retrouver sur les Coupes du Monde. Puis à l'époque, avec tous les autres pays, c'était la même affaire. Il y avait beaucoup d'entraide. OK. On s'entraidait. Moi, je pense que, à part mes amis du Mont-Gabriel sur l'équipe nationale, j'avais plus d'amis sur l'équipe française avec qui j'avais plus d'affinité que mes coéquipiers du reste du pays qui avaient une différence, mettons, là, que c'était pas tout à fait pareil. Mais encore aujourd'hui, oui, je suis content de mes résultats, mais je suis surtout content de toute l'amitié que j'ai amenée avec moi. Quand je retourne skier dans les Alpes, je retourne chez mes amis. Là, c'est super le fun. Ça fait que, tu sais, c'est la plus belle victoire, c'est celle-là, c'est de l'amitié, parce qu'elle n'arrête pas de redonner. Quand je vous entends parler, là, vous me faites penser beaucoup. J'ai écouté énormément de documentaires de surf, de skateboard. Vous avez eu le volet que les gens se souviennent comment ça a commencé, puis vous avez fait partie de ça, puis vous êtes fait des amitiés à travers tout ça. T'sais, fait que ça, c'est ça qui est le plus cool, effectivement. Puis je trouvais que le côté un peu casse-cou rendait ça que c'est associé à la jeunesse. C'était comme, tu sais, vous essayez des nouvelles affaires parce que au début, les sauts que vous faisiez, c'était quoi, mettons? T'sais, faire un backflip, c'était-tu facile? C'était quoi, mettons, les premiers jumps que vous
que vous C'est envisagez? la première fois qu'on a fait des backflips. La C'est lui première- qui en a fait en premier. Ouais. Ah ouais? Ben oui, on était d'un top au monde. Ben lui, il était champion olympique. Puis là, les Français, ils nous tapaient des backflips en pleine face, mais des méga backflips, pas tout le temps dans les bosses. Là, j'ai dit à Jean-Luc, on était à Meiringen, en Suisse. Là, je disais, hey, on est les meilleurs skieurs du Canada, puis on fait pas de backflip. J'adore que tu dises ça, Pierre. Tu disais ça ouvertement. Hey, nous autres, là, on est les meilleurs skieurs au Canada. Puis on fait pas de backflip. Puis là, il y avait une lip devant nous autres. J'ai dit, je te règle ça direct là. Sérieux? Ouais, ça le s'est passé gars, même? Ça s'est passé de même. Paf! C'est niaiseux, c'est plus facile qu'un 360. Puis là, on s'est mis à faire des backflips partout. Sérieux? Mais là, un Ça coup juste que lui briser l'a la glace. fait, comment toi tu te sentais? Tu sais, il vient de le Ouais, claquer, moi, tu lui dis, il faut Lui, que il j'y a peur de aille. rien, c'est vraiment un cowboy, là. Ça fait qu'il est parti, puis il en a fait un. Tu sais, le premier était peut-être pas il n'y aurait pas eu un 10 d'Alexandre Despatie, mais c'est pas grave, ça a passé. Tu sais, c'est juste de briser la glace. Maintenant, après ça, la pression, quand t'es le deuxième, il faut que tu y ailles. Là. C'était toi le deuxième? Puis, T'es allé? ah ouais, ça fait que tu y vas. Puis tu finis par y aller. Ouais. Puis tu te dis, voyons, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment trippant. Ah ouais. Fait que là, vous autres, tu sais, c'était ça. C'était de l'essayer. Puis c'est ça, il y avait toute la notion de blessure. Tu peux pas avoir peur, là. Tu sais, quand tu y allais, il fallait que tu y ailles à fond. Là, on Ouais, mais s'entend. tu choisissais tes conditions. Parce qu'à un Ouais. moment donné, les backflips sont venus, puis là, il y a eu le back une vrille. Puis ça aussi, c'est Ouais. moi le premier qui l'a eu. Sérieux? Mais il y a eu, j'étais avec un Ontarien, il venait de neiger 3 mètres de neige, on était à une condition parfaite pour te péter la gueule sans te péter la gueule. Ok, ouais. Fait que là, il y avait une roche. J'ai dit, on essaye ça ici. Jay part en premier, mais lui, il s'est perdu dans les airs, avait l'air d'un chat qui essayait de revirer de bord, il a tombé carrément sans tête. Je me rappelle Dezovic qui montait avec Peter Judge, j'avais fait mon back and vrille, mais c'était pas d'une piste de boss, là. Je n'ai refait 3 autres après, puis ça a été terminé. J'ai eu mon rush, mais toi, t'es passé dans les bosses. Ça devient un autre challenge. Tu vas à un autre niveau, tu essaies d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. C'est pas toujours tes limites finalement, mais ce qui est important, c'est qu'on était rendu là. Quand on a fait des backflips, Ouais. on était rendu là. Vous l'aviez confiance. Vous aviez bâti votre confiance. On avait un sens d'orientation spatiale. Ça a l'air de la cascade, puis c'était assez improvisé à l'époque, mais il y avait une progression. On n'arrive pas là du jour au lendemain. Il y a quand même une progression. Puis, à un moment donné, tes skis deviennent la poursuite de ton corps. Là. Ça fait que tu sens tout. Là. Tu sais où te retrouver, comment te retrouver. Ça fait que ça devient naturel. Là. C'est Ok. pas, je dirais pas un petit gars qui fait du ski pour la première fois, lance-toi puis essaye-toi. Je là, comprends. tu sais, étape par étape. À cette époque-là, ce move-là, on s'entend que le Cossack, qui était ton move signature, si j'ai bien compris, comment t'en es venu à développer ça entre vous autres? Vous deviez vouloir vous dire, on va faire une nouvelle figure. Comment ça se passe, ce processus-là de création? Mais ça existait. C'est un Norvégien qui faisait ça, hand single-sided. Mike, ouais. ouais. Il faisait ça. C'est une super niaiseux à faire. C'est un des moves les plus niaiseux qu'il n'y a pas sur Terre à Ben, faire. là, je te regarde et je trouve vraiment pas ça niaiseux. Non, mais Je- c'est juste que ça prend de la flexibilité, puis ça, c'est long. OK. Puis c'est plate, puis ça fait mal. Mais il y a un été, moi, j'étais vraiment pas flexible. Puis au début de l'été, je me suis dit, là, il faut que je devienne flexible. Ça m'a pris... je m'étirais 40 secondes à 1 minute à chaque jour dans le gazon chez mes parents, à chaque jour pendant un été de temps. Ça m'a pris 3 mois. Puis je suis devenu pas mal flexible. OK. Puis ce saut-là, ben, ça devenait super facile à faire. Puis en étant flexible, ben, ça donnait beaucoup... D'amplitude. Il y avait un effet wow, tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est super niaiseux à faire. C'est plus facile que n'importe quoi. Mais Vas-y. après ça, il s'est mis à faire Cossack, Iron Cross Cossack. Puis après ça, il s'est mis à faire Cossack, Iron Cross Cossack. La seule raison pourquoi c'était juste lui qui faisait ça, c'est parce que c'était dur. C'était dur. Sérieux? Ça prenait des abdominaux de béton. C'était le seul à faire ça. OK. Ça prenait un envol et c'était le seul à faire ça. Lui, là, il se faisait 600 setups sans arrêter s'il voulait quand il avait 20 ans. Ah, ouais. 6 ou 800. Je m'étais rendu là, moi. Je comptais les setups, je les comptais plus, je mettais un timer. Je disais, OK, je fais 15 minutes de setup. Là. Aïe, aïe. Là, je Ouais. partais. Mais Puis c'était dans l'optique de faire le move. T'as dit Cossack, Iron Cross, Cossack. Mais c'était le seul à faire ça. Puis moi, je trouve que c'est une des plus belles figures jusqu'à date, malgré que là, les gars, ils font, c'est écœurant ce qu'ils font. Mais c'était le seul qui était Ça, capable c'est de faire cool. ça. Ça, je trouve ça cool. Vraiment, l'idée de dire que, tu sais, on entend beaucoup Kingsbury en ce moment qui développe des nouvelles figures. Toi, à cette époque-là, tu avais déjà ça assez vite dans ton coffre à outils de performeur. Je trouve ça hot. tu sais, il faut dire que maintenant, les athlètes font à 16 ans ce que nous autres, on faisait à 26 ans. Tu sais, il y a vraiment eu une progression. Rapide. Mais les choses ont... Tu sais, dans ce temps-là, on était 16 athlètes pour un coach. Tu sais, maintenant, ils sont 2-3 athlètes par coach, sinon du one by one. Tu sais, ça fait que la progression est beaucoup plus rapide maintenant, mais moi, je regrette pas
du tout notre période de temps Ben non, où c'est on compétitionnait parce Ben que oui. à un moment donné, tu sais, 16 athlètes pour un coach, là, le coach est en train de parler, il y en a 2 dans le line-up en haut, toi tu arrives en haut, tu dis, ça me tente-tu d'attendre 15 minutes pour qu'il me voie descendre? Ça fait que là, bon, on descendait, puis on se corrigeait, puis Pierre essaie de faire ça, puis Jean-Luc essaie de faire ça, puis ça, passe-les de même, puis on se pratiquait entre nous autres, tu sais, puis on apprenait à analyser nous autres mêmes aussi, ça fait que ça nous a donné beaucoup de confiance en soi aussi, de ne pas toujours dépendre d'un entraîneur pour prendre des décisions, parce qu'il y a des fois... Tu es en haut de la pente, là, puis le gars devant toi, il vient de se tirer une run de l'enfer, puis tu sais que ce que tu as pratiqué, c'est pas de niveau, mais tu as 15 secondes là, pour changer de décision, puis il faut que tu sois capable de l'assumer, ta décision aussi. La journée qu'il a gagné sa course, la pente de la planche, c'est une espèce de face de singe. Il n'y a personne qui se rendait en bas. Dès que tu perdais le contrôle, tu sortais dans la clôture. C'était 3 pics, c'était raide. Puis quand il a décidé de faire son saut en haut, qui était c'était un do or die, là, il atterrissait un pouce plus loin, c'était fini. Il passait à Mach 2, puis il était plus capable de tenir dans la pente, mais il a décidé d'y aller. Ça fait qu'il a pris cette décision-là en une fraction de seconde, puis ça donnait un show de boucan. Tout le monde en bas, on regardait ça, puis on était là, wow, c'est extraordinaire. Ça fait que c'est... En fait, tu étais là quand il a pu gagner, lui aussi. Oui, ben oui. Okay. Là, c'était capoté. C'était vraiment cool. Entre chums, ça fait quoi? Parce que, tu sais, je le sais, là, on revient souvent à ça, mais tu sais, tu avais t'allais participer aux Olympiques, c'était une belle période. Qu'est-ce que ça t'a fait de dire que là, c'était comme à son tour? Je sais pas comment le dire, mais tu sais, quand je parlais avec Pierre et Michel, ils reconnaissaient que c'était toi le meilleur, mais là, que ça soit autour de ton chum, de dire ce jour-là, c'est à la montagne, c'était lui le top, ça devait être cool d'aller le voir après pour qu'il vive à son tour, lui aussi. Ben non, mais c'est de la compétition. Tout le monde sait, cette journée-là, il faut qu'il y en ait un qui gagne, puis les autres, on verra. Mais c'est le fun. C'est le fun de partager le feeling. Ben ouais, c'est comme un feeling, je sais pas. Oui, c'est pas toi, mais c'est pas grave. T'es content pour ton chum. Puis ce qui est le fun dans notre équipe, c'est que je pense que tout le monde a gagné au moins une Coupe du Monde dans sa vie. Ça, c'est malade. Ça fait que on se l'est échangé de temps en temps. Puis c'est bon que c'est sain qu'il y ait d'autres gagnants. Puis c'est parfait, c'est trippant de voir quelqu'un heureux. Là, tout le monde rêve à ça. Puis de voir quelqu'un qui, avec ce bonheur-là, de le gagner, c'était vraiment trippant. Ça te touche, hein, de penser à ça. Je trouve ça fucking beau parce que, tu sais, dire dans la vie, là, vivre des victoires, partager ça, on le sait entre nous autres, que ça fait, moi, j'ai joué dans du sport d'équipe, puis tu sais, de se dire que tu recroises ces gens-là des années plus tard, puis tu le sais, ce jour-là, on a été champion au football à telle affaire. Je trouve ça beau, justement, comme tu dis, de l'avoir partagé. Puis en plus, ça avait l'air d'être une course quand même unique. Là. Vous avez l'air de dire que cette course-là était tough. Fait que de dire que ce jour-là, le course... On voulait pas y aller à cette place-là. Moi, c'était la pire course de ma vie. À toutes les fois que j'arrivais là, je disais « Tabarouette! Ça va être plate, ça va être long. » L'année d'avant, je pense que j'étais arrivé 50 coquièmes. Il n'y avait pas de zone grise. Ça marchait ou ça marchait pas. Là. C'est la seule fois que ça a marché, moi, là. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Là. C'est la seule fois. Ma première année, j'étais parti, puis j'étais out of control après 3 bosses. Tellement c'était dur. Bah ouais, j'étais parti. Je savais que j'allais pas atterrir. Je dis, je vais l'essayer, puis ça n'a pas marché. Puis l'année d'après, il était tombé une bonne tempête de neige. Puis là, j'ai senti que ça pouvait y aller. J'ai dit, je le sais. Puis je me rappelle, j'étais le seul Canadien qui était en finale. Puis notre coach, qui est un Américain, lui, il était nerveux de me voir. Puis là, je regarde, j'ai dit, Steve, I'm gonna win. Je le savais. Je le savais. Fait que, il m'a laissé aller. C'est drôle parce que, tu vois, avant sa run, il m'avait dit, je vais faire tel saut en haut. Une affaire, je pense que c'est un Cosaque d'ailleurs en haut. Je vais faire tel saut en haut, je vais aller sur la bosse d'après. Puis moi, je lui avais dit, Pierre, tu devrais pas y aller, tu devrais y aller mollo pour assurer. Puis il m'avait regardé, il m'avait dit, non, j'y vais. Wow. Puis c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais tu sais, comme quoi, des fois, il faut que tu te respectes, puis il faut que tu t'écoutes. Lui, il était prêt à ça. Il avait le commitment de le faire. Moi, je voyais ça trop risqué puis trop dangereux pour tout balancer. Mais lui, il le voyait, là. Lui, il sentait, puis c'est ça qui compte. À un moment donné, il faut que tu respectes la personne. Tu avais filé à la montagne ce jour-là. Ah oui. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ton état d'être aussi. Là. Et même s'il n'avait pas filé la montagne, s'il était prêt à y aller, lui, il était prêt à y aller. À rebours, moi, j'ai eu une bonne leçon de ça, c'est quand quelqu'un te pose ce genre d'interrogation-là, c'est parce qu'il connaît déjà la réponse. Okay. Ça fait que c'est plus de l'écouter puis de dire
go. Ouais. Puis là, tu viens juste de le sécuriser, puis il part. Tu vois, à l'inverse, je n'avais pas ce savoir-là. C'est que je disais, moi, j'irais plus mollo, mais c'était moi. Moi, j'avais donné une réponse pour mes capacités, mais lui, il était ailleurs, puis heureusement, ils ne m'ont pas écouté. Ah, ça c'est hot. Qu'est-ce que tu y as dit en finissant? Parce que je vois que quand vous finissez votre run, tu sais, souvent le gars qui... Parce que ça, on va y revenir, on va l'expliquer aux gens comment ça fonctionne, les scores, puis la journée typique de la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as fini, tu le savais-tu que tu avais gagné? Il en restait 7 à passer, puis c'était pas, Ok. c'était pas les 7 derniers, là. C'était des tops, là. C'était des champions olympiques, c'était des Ok. vice-champions olympiques, c'était des gros noms, là. Fait que, je vais te garder Jean-Luc, je fais ça de même, Jean-Luc fait. Ah, wow. Fait que, là, il y en a qui descendent, puis là, ben, ils ont leur score, puis là, je voyais qu'ils sont en arrière de moi, tu sais, ça cafouillait. Puis là, le dernier qui pouvait me sortir, c'était Gros Piron, le king à l'époque, là, chez eux, en plus. Fait que là, t'es en France, t'es dans la Mecque, t'es à la Mecque du ski de boss, dans le poulailler, là, des coqs. Puis je pense qu'il y avait 5 ou 6 Français. Ben, il y avait 5 Français en arrière de moi. Ah, ça. J'étais content. Parce que, tu sais, Dans- il faut dire que quand on descend, on sent quand même beaucoup d'erreurs. Même si c'est une descente victorieuse, tu sens quand même des Toi, gaffes. tu le là. sens, là. Ah ouais, Où ça a été sens plus tes dur. gaffes. Mais tu te vois pas ce qui est. Tu sens tes erreurs. Tandis que le gars qui est en bas, qui voit toutes les descentes de tout le monde, lui, il ne sent pas tes erreurs. Il te voit juste aller. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, Pierre, il se dit, j'ai peut-être senti tant d'erreurs. Puis après ça, il voit les autres descendre. Puis il dit, j'étais-tu bon, j'étais-tu moins bon. Mais mettons, moi, je suis en bas ou d'autres qui sont en bas, on est capable de comparer. De Je dire, catch. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça fait que c'est ça qui Vous est cool. étiez là, assez tu sais, à un moment donné. connaissant, ouais. À un moment donné, tu as référence avec les autres, tu regardes, tu traces tes coéquipiers, tu sais, puis tu sais, entre coéquipiers, on fait la même affaire, tu sais, on c'est la même business, là, on vit tellement de temps, puis on passe tellement de temps, à un moment donné, à connaître notre ski à fond. Tu sais, tu as 3 mots pour te dire, tu comprends-tu? Tu sais, on se donne plus trop la peine de dire, ça n'a peut-être pas été ta meilleure, tu sais, on se dit, regarde, t'es ta poche, puis là, tu fais, ouais, OK, c'est bon. Ok. Tu vas straight to the point, puis tu repars avec ça, on n'est pas offensé de ça. C'est juste, regarde, c'est la loi du sport, c'est ce qu'on a comprends. décidé de faire. Fait que des fois, ça marche pas. Puis tu recommences après ça, Ah, qui est c'est le fun. fou. Là, ouais. Ouais, il y a l'occasion, le circuit, puis ça, c'est ça qu'on va jaser. Moi, je veux juste... ce que je veux savoir aussi, c'est un coup que tu gagnes, j'ai compris qu'il y avait quand même certains privilèges cool. J'ai-tu compris que, Pierre, quand tu gagnes en Coupe du Monde, ça te donne l'occasion de skier n'importe où dans le monde? Après, comment ça se Non, passe? c'est un programme, ça. C'est un programme qui a été mis de l'avant un peu. C'est un journaliste qui nous couvrait Mario Mario Brisebois. Mario Brisebois, qui a, je sais pas si c'est suite à... En fait, j'avais parlé avec lui, c'est que moi, j'ai été le premier à prendre ma retraite de toute ma gang de chums. Puis on passait de superstar à nobody en dedans d'une année, à skier partout Je comprends ce que tu veux gratis, tu payes tes billets, puis... évidemment, moi, quand j'ai pris ma retraite, là, j'avais pas d'argent, là, tu sais, Tu commençais dans la vie. je commençais dans la vie à 25 ans, tu sais. Puis là, je me suis dit, je retourne sur l'université, bref. Fait que je me disais, ça serait le fun au moins qu'ils reconnaissent le fait qu'on puisse... Tu avais été champion du monde. C'est une ça, tu sais, journée, ouais. on a fait vivre un petit peu l'industrie, où on l'a fait transcender à travers nos performances. Puis Mario Brisebois a commencé à parler à tout ce monde-là, puis ils ont fait un programme qui fait en sorte que tous les Québécois en sport de glisse qui gagnent une médaille en Coupe du Monde reçoivent une passe individuelle à vie. Wow. Ouais. Et quand tu fais un podium aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde, c'est une passe familiale jusqu'à temps que tes enfants aient 25 ans. Incroyable. Lifetime. Ouais. Puis quand tu dis ça, c'est n'importe où. Au Québec. Au Québec, OK, je comprends. C'est bien C'est quand même correctement. très bon, là, Ah, on va se c'est- le dire. Mais moi, ça, je trouvais ça cool comme... C'est parce qu'il y a une reconnaissance là-dedans que je trouve vraiment hot, là, tu sais, de dire qu'à quelque part, tu continues de dire que tu fais... Tu restes dans ce milieu-là, puis tu transmets la passion en plus de t'impliquer encore. tu sais. Ouais. On s'entend que le 100$ qu'on sauve, ben moi, je l'investis dans le bar de la Dans montagne. mon... je m'attendais. On arrive là. Mais, tu sais, en parlant de bar, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais il faut dire aussi qu'on était chanceux au Québec parce qu'on avait des médias francophones qui parlaient de nous autres. Tu sais, Ça, c'est cool, ouais. À l'époque, là, au Canada anglais, personne ne parlait de nous autres. Là. Nous autres, au Québec, on parlait de nous autres parce qu'il y avait comme il y avait un background de ce sport-là à cause surtout des sauteurs acrobatiques. Puis, tu sais, il n'y a pas de médias électroniques, là, c'était les journaux. Je comprends. Puis on se battait, nous autres, pour avoir 2 lignes le lendemain dans le journal. Là. Tu gagnes une épreuve de Coupe du Monde, c'est hot, mais on se battait pour avoir 2 lignes dans un journaux. Puis après ça, ben, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on gagnait des Coupes du Monde, quand on faisait des performances,
on n'allait pas à un hôtel 5 étoiles. Nous autres, on était dans les appartements, on se faisait à manger, tout. Mais quand on gagnait une épreuve, on prenait notre sac, notre paire de ski d'Esper, on mettait ça dans une vanne, puis nous débarquait au centre de presse de la montagne. Puis là, on passait 2 heures à appeler 30 à 50 médias à travers le pays, puis on parlait à des boîtes vocales. Pour promouvoir votre sport. Ben oui, parce que sinon, personne n'en parlait. Ben oui, pendant 8 ans de temps, moi, j'ai parlé à des boîtes vocales. Puis là, tu appelles à Toronto, ils n'en ont rien à cirer de toi. Puis là, tu dis « Hey, my name is Jean-Luc. » Puis là, tu dis « Ouais, je suis en quelque part. » Puis j'ai gagné la course. Puis ouais. Puis là, il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant à dire parce que les journalistes ne connaissent pas le sport. On n'est plus maintenant. Là. On était à une époque où ski acrobatique, ça sonnait Pierre Jean-Jacques en parachute. Personne ne parlait de ça. Je comprends. Fait que là, il fallait que tu éduques le monde sans nécessairement les faire sentir pour des caves. Puis là, tu apprends à dire un petit peu de potin, puis un petit peu de sightseeing, puis un petit peu d'épreuves. Puis tu parles de tes coéquipiers aussi parce qu'ils sont importants. Puis sans eux, tu peux pas être là. Tu as besoin de tes coéquipiers pour performer. C'est eux autres qui t'aident à te remonter. Puis là, ben, ils ont besoin d'être connus. Eux autres aussi, on marche de commandite. Il était bon là-dedans, lui. Il faut l'admettre. Lui, il a mis à barre haute à tout le monde qui allait suivre en termes de performance parce qu'il est assez volubile, merci. Là. On est loin du traditionnel joueur de hockey de je pense que je crois, que je pense que je crois. On va patiner plus fort. Fait que c'est lui un petit peu qui est en arrière de tout ça aussi, là, parce que c'est lui, il a gagné des Coupes du Monde. Là. Puis tout a développé. On ne savait pas comment faire. Ça fait qu'on apprenait, puis il fallait être précis, concis, puis tranquillement, ça a fait des petits, puis ça a fait des petits, puis c'était pas voulu, mais après ça, ça a vraiment fait des petits parce que tu as de plus en plus de sportifs amateurs qui s'expriment très bien qui vendent bien leur salade. Ça fait que c'était de vendre la salade, mais c'est pas tombé du ciel, ça. Ça s'est fait, ça a pris du temps. Puis quand c'était pas moi, c'était un autre. Puis là, tu revenais à l'hôtel avec tes bas mouillés depuis 7 h ce matin. Là, t'es rendu 8h30 le soir. Puis là, tu repognais à la pointe de pizza frette que les autres avaient mangé. Puis on repartait. Puis quand on voyageait entre les montagnes, si la van Volkswagen avait 12 places, bien, il y avait 12 places. Puis il y avait 24 sacs sur le top. Puis ça nous prenait 12 heures de changer de place. Là. Je me rappelle, à un moment donné, on montait dans les salles, puis il y avait je ne sais pas combien de pieds de neige, sa route, ça avançait. Puis on trouve des chaînes, mais pas rien pour attacher les chaînes. Mais Pierre a pris ses lacets de bottes, puis il a enlevé les lacets de bottes, on a attaché les chaînes. On a monté ça au lacet, ouais. Puis si on montait pas là, on restait 5 jours pognés à Ville en bas, à Bourg-Saint-Maurice. Oui, parce que la route était bloquée. Il bloquait la route après nous autres. Ça fait qu'il fallait monter. Ça fait que complètement il sacrifiait ses lacets, puis on montait. Mais c'était toujours de même. Ouais. Mais ça faisait partie de l'aventure. C'est ça qui. Tu sais, maintenant, on s'en rappelle de ça. On est content d'avoir fait ça. T'sais. C'est cool. C'est des souvenirs de course. C'est fou, raide. Ouais, c'est vraiment oui, je trouve ça écœurant de nous entendre. Parce que d'ailleurs, je veux qu'on l'explique aux gens. Moi, il faut comprendre que, tu sais, mettons, depuis les sœurs du Four-la-Pointe, Michael Kingsbury, Alexandre Bilodeau, il y a eu un retour vraiment, tu sais, comme à l'intérêt un peu d'écouter des Coupes du Monde, surtout pour les Québécois, parce que, tu sais, je vous cacherai pas, moi, je suis un sportif de salon, j'ai parti de ce podcast-là pour m'intéresser, mais on a énormément de sport, puis là, c'est un peu l'inverse. Au lieu de promouvoir le sport, c'est comme si tous les sports sont un peu en compétition pour avoir de la visibilité. Puis moi, quand Pierre, grâce à... Moi, je capotais quand j'ai été à la Coupe du Monde, je me retrouve, je suis au Mont-Tremblant avec des légendes du ski, je suis en train de manger une fondue fromage au sommet de la montagne, puis j'ai fait un appel dans ma vie au sommet d'une montagne, puis c'était pour appeler ma mère pour dire « Man, j'ai rencontré Jean-Luc Brassard. » Je capotais. Elle a dit « Qui? » Qui? Jean-Luc Picard, c'est qui ça? C'est de Star Trek, là. Puis là, ce que j'ai adoré, puis c'est ça que je veux qu'on fasse, c'est que je veux vous expliquer une compétition typique, comment ça se passe. Parce que la notion de score, c'est pas clair pour grand monde. Le rapport au temps, moi, je vous le jure, j'écoutais ça, puis je pensais que c'était celui qui allait le plus vite. Parce qu'on l'expliquait pas. Ouais. Fait que je veux qu'on prenne le temps d'expliquer c'est quoi une compétition typique, comment ça se passe. T'sais. Allez-y, c'est tout. Vas-y, non, ça a changé, les règles, moi, de notre temps, ils ont changé. Bien, maintenant, tu as 7 juges. Tu as 2 juges pour les 2 sauts obligatoires différents que les skieurs doivent faire. Puis tu as 5 autres juges pour la technique, la manière que tu négocies la pente. Parce que si ça serait juste du chronomètre, tu te mets sur l'arrière de tes skis, puis tu te laisses aller en ligne droite, puis ça va taper. Là, puis ça va être drôle, mais c'est assez dangereux rapide, quand même. Mais alors, le but, c'est de démontrer que tu es en plein contrôle de la descente tout en allant à une vitesse maximale possible et en faisant 2 sauts différents. Ça fait qu'il y a... ça change un petit peu. Moi, tu vois, maintenant, j'ai arrêté de faire la description des courses, fait que j'ai oublié un peu, mais c'est quelque chose... Tu as 30% des points maintenant qui sont au saut. Mm-hmm. Tu as 20% à la vitesse.
puis tu as la balance qui est à la technique. Alors, Qui est de la manière que tu composes négocie avec la les pente, c'est ça. pas. De montrer que tu es en contrôle tout le temps. OK. Ou que tu as l'air en contrôle. Ou Parce tu as que l'air, tu peux faker. Des fois, tu l'es pas. des fois, on avait hâte d'arriver en bas. Tu essaies de s'organiser pour que ça paraisse, en tout Ouais. cas le moins possible. C'est ça que les juges, c'est souvent d'anciens compétiteurs. Puis, OK. fait que, puis après ça, tu reçois une note, tu reçois tant de points pour tes sauts, tant de points pour ta vitesse, ça c'est automatique. Puis ensuite, c'est l'appréciation des juges. Puis là, il y a des technicalités poches là, pour ajouter une autre affaire plus compliquée, c'est que tu enlèves la plus haute note technique, puis la plus haute et la plus basse note technique. Un peu comme un patinage. Tu fais une moyenne des autres, puis ça te donne un score que tu additionnes. Tu additionnes les points techniques, tu additionnes les points sauts, tu additionnes les points vitesse. Ça te donne une position finale à la fin. Puis derrière tout ça, derrière tous les juges, tu as un juge en chef qui est un peu le chef d'orchestre, qui vient un peu donner la note de départ à tout le monde, que tous les instruments soient au diapason. Parce que tu peux avoir un gars qui paraît bien, mais il a peut-être faké qui est en contrôle de haut en bas. Donc là, alors, c'est subjectif comme résultat. Mais quand tu regardes pas mal en arrière, après ça, une fois que tu as laissé passer l'émotion de la course, là, tu regardes les pointages, ça fait du sens. Là. Puis ce qui est le fun, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé le fun dans notre temps, c'est que quand tu es dans un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent impliqué, c'est pas la même affaire. C'est plus legit, là. C'est plus légitime. Ah, OK. Quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es dans des sports très vieux, mais qui sont jugés, exemple, le patinage artistique, je dis pas ça méchamment parce que je pense que les athlètes de patin artistique, c'est des athlètes exceptionnels. Tu sais, atterrir un triple saut, c'est une patte sur une lame, là, pas grand monde sont capables de faire ça dans la vie. Là. Mais malheureusement, les juges, il y a un gros passé, puis il y a beaucoup de rivalités. Il y a eu des situations. Le bloc de l'Est contre les Nord-Américains, puis là, tu en prends au milieu, vient de mon bord, vient de l'autre bord, tu sais. Puis ça commence à juger quasiment une semaine d'avance avant la course, là. Ça fait qu'il y aurait un petit ménage à faire là-dedans, puis encore là, rien contre les athlètes, mais contre la lourdeur du système, il y aurait moyen de dépoussiérer ça un petit peu, là, puis je pense que tous les spectateurs seraient contents aussi, mais les autres, c'est le fun. Ça, c'est une autre affaire que j'aime de mon époque, c'est que on connaissait des juges, volontairement, ils s'isolaient, mais on pouvait leur parler volontiers, puis ça les influençait pas, puis on ne forçait pas pour les influencer non plus. Là. Puis tout le monde était content. Tout le monde était content. Oui. C'était un Finlandais qui gagnait, tout le monde était content que ce soit le Finlandais. C'était un Américain qui gagnait, tout le monde était content. Il y avait une grosse rivalité de notre temps. Nous autres, il y avait le groupe de tête Jean-Luc, Edgar puis Sergei Shoupletsov. Après ça, il y avait entre le 4 et le 20e mondial un autre groupe parce que tout le monde était pas mal tête. Okay. Là, il y avait des intrusions une fois de temps en temps de ce groupe de 4 à 20-là. Qui surprenait ces trois-là. Mais je pense qu'il y avait 100 points entre le 3 et le 4, puis il y avait 100 points entre le 4 et le 20. Je ne sais pas si vous voyez le gap qu'il y avait. Oui. Fait que, mais tout le monde était content. Vous ne colliez pas au scandale souvent, c'est ça que ça veut dire. Ce que vous essayez de dire, c'est qu'il n'y avait pas de situation que ça n'aurait pas dû se produire. Tu sais que à la fin de la piste, les gens qui avaient vu la descente, qui connaissaient ça comme vous autres, le consensus qu'il y avait ressemblait à l'évaluation des juges. C'est ça que vous me dites. Oui. Puis ce qui est le fun, il y avait la journée de la course, on voulait toute la gagner. C'était notre raison d'être. C'est pour ça qu'on était là et on voulait faire ça. Mais dès que la course finissait, c'était tous des amis. Puis ça, c'était le fun. À l'époque, il y avait un banquet final, puis on se retrouvait au banquet final, puis le band qui jouait, c'était Phil Laroche à la guitare, c'était l'autre au drum, puis un Américain à la bass, puis c'était vraiment cool. C'était cool. Ouais, on rêvait tout à Stinélisé, mais ça ne Ça, c'était l'époque, parce que quand vous dites le banquet, ça sonne bien, mais c'était un party, dans le fond. Là. Entre vous autres, là, vous avez trippé avec du monde de d'autres pays. Les budgets ont commencé à baisser, c'est qu'il n'y avait plus de banquet, mais on se retrouvait ailleurs. Au bar. Au bar, direct. Mais on a appris assez vite. Moi, c'est comme ma première année, là, ça a été... tu sais, il y avait un party par semaine, là, puis on avait une journée pour récupérer. Mais à un moment donné, tu comprends que si tu feras pas 8 ans de temps de même si tu es tout le temps en train sur le party, là, parce que tu es en haute altitude, tu pars de Vancouver un lendemain de veille, puis tu t'en vas à Denver, ça marche pas. Là. C'est ça que j'allais dire. Souvent 12 heures de route pour te rendre du point A au point B. Là, ça fait que c'était en auto? Système, ça. C'était en véhicule ou c'était en avion? En Europe, c'est en auto. En train, en auto. Oui. Puis en Amérique, c'est... C'est les avions. Puis, en plus, nous autres, on arrivait en Europe, là, les coachs, là, c'était des anglophones, mais ils tripaient sur les Québécois parce que ça n'avait pas besoin de nous dire rien. Ils pichaient un set de clés dans les mains.
Puis, C'est vrai, ça? Ah ouais, tu sais, ils vont s'organiser, les boys. Puis nous autres, on savait, on comprenait la game. On se grouillait en maudit pour tout pacter le truck parce qu'on n'arrivait plus les premiers Canadiens. Les meilleurs chambres. Puis là, au lieu de s'attendre, moi, je te pognais le show. Je disais, j'arrivais à l'office du touriste. Ah, les Canadiens sont là. Ouais, les Canadiens sont là. Puis j'étais loin d'être le coach, là. Fait qu'on s'était liés d'amitié avec les gens qui organisaient. On les voyait année après année. Fait qu'ils nous pitchaient les clés. On allait faire le tour des chambres. On prenait les meilleurs. Ah! Là, je vous reconnais! Ça, c'est hot. Fait que c'était vraiment, tu sais, le team spirit à fond, là, tu sais. Ouais. Vous autres, sur le circuit, tu parlais de 12 athlètes, c'était à peu près ça, une équipe. C'était 12 Québécois ou même d'autres Canadiens qui étaient avec vous autres. Ça On vous était ressemblait à 30, quoi? nous autres. À l'époque, on était 30 Canadiens. 30 Canadiens, Ouais, c'est quand une grosse même. équipe, Mais c'était lourd à 22, voyager. huge. Ouais. Ouais. Mais c'était le fun, tu vois, nous autres, je me rappelle de notre table, là, on était toujours les francophones ensemble parce que il y a une manière d'être, tu sais, c'est pour faire de la politique poche, mais nous autres, ça riait à nos tables. Là. Tout le temps, ça riait, puis on riait de niaiseries. Je comprends. On était niaiseux, puis c'était ça qui était le fun, ça donnait une ambiance super drôle. Vous étiez là, tu sais. reconnus. Puis les autres tables à côté, là, c'était straight, là. Aïe, 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 c'était endormant. Pour avoir déjà mangé aux tables des anglophones, là, aïe, 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 que c'était long. Le repas était long, t'avais hâte de partir de là pour aller à la table, puis là, on écoutait quand j'étais jeune, on écoutait les histoires des frères Laroche, Ouais. de Lloyd Langlois, des histoires. On se faisait raconter des histoires. Que tu aies 7 ans ou 77 ans, C'est cool. c'est le fun des histoires. Mais Puis là, oui. c'est des histoires racontées par des gars qui ont vécu pire que nous autres, là, de la débrouillardise. Mais avant que notre sport devienne olympique, c'est un sport professionnel. Puis les athlètes, à l'époque, faisaient 100 000 puis ils gagnaient des chars aux compétitions. OK? My God. Puis un jour, ils ont décidé de mettre ça de côté pour faire le virage olympique parce que ça paraissait bien. Mais là, il y a eu une transition qui a été dure pour bien du monde. Puis moi, ben, j'étais arrivé, on a profité de cette belle période-là. Moi, j'en ai profité plus les autres parce que je les ai gagnés. Mais quand même, c'est des histoires de circuits semi-professionnels où tu gagnais des chars. Là, quand on entendait des histoires le soir, on disait « Wow, OK, là, c'était une autre paire de manches. » Puis il y avait une certaine nostalgie de tout ça. Là. Ça fait que c'était le fun d'entendre ça. Puis on n'était pas jaloux, on était juste curieux de savoir c'était quoi le ski à cette époque-là. Tu sais. Une gang d'ados qui voyagent. Tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est malade. Les voyages ça. étaient aussi le fun que les compétitions, finalement. Puis, ouais. Fait que tu gagnais un char. Ça veut dire que toi, des fois, tu peux gagner une compétition à Denver. C'était avant moi, ouais. Puis ils te donnaient. Ok, non, toi, t'as pas connu Non. ce bout-là. Non. Je trouvais ça drôle de dire, faut que tu repartes avec le char, comment ça se faisait, tu ramènes ça. Il y avait Fallait que tu même des traverses le compétitions pays. professionnelles. Quand j'ai pris ma retraite, moi, tu pouvais gambler sur toi au casino. Fait que- Ben voyons donc. Ben ouais, fait que moi, en plus, c'était un circuit américain qui était, selon moi, arrangé. Moi, j'arrive là l'année d'après, fresh to the bone, je me suis dit, m'a clenché tout le monde, puis je devais clencher tout le monde. Puis curieusement, il y a un Suédois qui n'a pas fait l'équipe olympique, qui est venu, lui, il était fresh to the bone, parce que lui, il s'en allait au jeu, puis il les a pas fait. Puis curieusement, tous les draws qu'on ne voyait pas, j'étais tout le temps pairé avec lui, fait qu'il en éliminait un des deux. Ah, je comprends. Fait que j'étais arrivé en Californie à la dernière course, j'avais des A de 15 pour 1. J'ai appelé mon père, je dis, Père, j'ai 15 pour 1 CA de casino, je pense que je vais gagner la course. J'ai dit, puis il y avait 10 000 US à gagner. Fait que j'ai dit, Gage du 1000. on met-tu un 1000 $? OK. On va gagner 15 000. En plus du 10 000, on va gagner 25 000. J'étais arrivé quatrième. Ah, t'es pas sérieux! Bon, les odds, c'était pas de ton. C'est quand même cool de dire que ton nom se retrouve au casino. Tu sais, ton père, c'était quoi? Fallait qu'il appelle à Non, l'Auto-Québec. c'est moi. J'ai été gagé 6 mois. Puis, Au casino? Ben ouais, Je trouve ça écœurant comme ça. C'est drôle comme. En tout cas, ça me fait capoter. J'aurais eu peur que tu gages sur un autre gars. Tu sais, quand t'arrives en haut, tu fais ah, si je l'ai, je gagne, mais là, je perds mon 15 000. Tu sais, Herman pourrait tout gagner. Comme l'autre point, c'est de dire, si on comprend bien, le calendrier typique de la Coupe du Monde, c'était à toutes les semaines, vous aviez une course. Ouais. Donc, comment vous faisiez pour aller à l'école en même temps? Moi, je n'allais pas à l'école. Puis à partir de quand, mettons? Moi, j'ai décroché secondaire 2 ou 3, quelque chose comme ça. Sérieux? Ouais. Toi aussi? Non, moi, j'étais rendu à l'université en mathématiques pures, je ne sais pas pourquoi. T'es sûr, là, Pierre, là, que tu nous décris pas la vie de Puis quelqu'un écoute d'autre? bien ça, je l'ai appelé. C'était HEC. Je comprenais, j'avais fait mes maths 206, là, les maths forts au cégep, toute la quête. J'étais quand même, j'étais pas un premier de classe, mais j'étais un travaillant. Puis là, j'arrive à l'université 2-3 semaines, je me remets dans le bain, puis évidemment, ben les derniers mois à l'école, tu les as perdus, là. J'étais comme un petit peu, ça venait compliqué. Puis là, eux autres, ils prennent pour acquis, tu te rappelles de tout ça, fresh to the bone, puis là, ils repartent à un autre niveau. Là, je comprenais plus rien. Ben oui. Ouais, là, j'ai appelé Jean-Luc. J'étais aux Tours à Laval. J'avais un pichet de bière. J'ai dit Jean-Luc. Aux Tours à Laval. Ouais. J'ai dit Jean-Luc, faut que je rentre à la maison. Faut que j'apprenne à mon père et ma mère C'est que je fini lâche l'école l'université. parce que je veux aller aux Jeux Olympiques. Wow. Ouais. Puis t'es dans quelle année à ce moment-là, mettons? 92, 93.
qui me dit « Bienvenue dans le club ». Yeah! Ben, c'est vrai, toi, du secondaire 2, 3, genre. Mes parents sont professeurs. Mes parents étaient professeurs. Ah, OK, je comprends. Tu sais, j'ai jamais suggéré, j'ai fait énormément de conférences dans les écoles, mais j'ai jamais suggéré à personne de lâcher l'école. Non, je dis pas ça. Mais, tu sais, pour moi, c'était... ma vie, c'était des... Moi, j'étais prêt à assumer de vivre dans une cabane de bois puis être prof de ski. C'était ça que je voulais faire. Moi, c'était mon but dans ma vie. Ouais, c'était ça. Je faisais ce que j'aimais. Fait que le hasard en a décidé autrement, mais, tu sais... J'ai jamais, quand j'étais en haut au jeu, là, j'ai pas pensé il faut que je gagne pour sauver ma carrière ou jamais pensé à ça. Là. Moi, je vivais pour essayer de me dépasser, puis on assumait ce qu'elle allait avec. Là, mais c'était pas. J'ai jamais suggéré à quelqu'un de faire ça. C'était juste mon cheminement. Là, puis c'est ça. Comment ça se passe, le processus qu'on apprend qu'on va aux Olympiques? Pour une personne normale, là, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on s'en va aux Olympiques? Ben, moi, c'est drôle. Je parle en premier, Pierre. Moi, ça devait être ma dernière Coupe du Monde à vie. OK. On est en quelle année à ce moment-là? 91, février 91 ou janvier 91. Okay. Puis parce que j'ai pas des super bons résultats, puis j'ai plus d'argent pour continuer. Tu sais, au début, quand tu arrives sur l'équipe, tu payes tout, puis j'avais plus d'argent pour continuer. C'était pas compliqué. Puis le hasard a fait que j'ai gagné cette Coupe du Monde-là. C'est ma première victoire, mais c'était à ma dernière course. C'est fou, ça. Puis j'avais pas d'argent pour m'acheter un billet d'avion pour aller en Europe. Puis c'était correct, tu sais, j'étais bien avec ça, je connaissais la game, puis ça finissait là, c'était tout, tu sais. Puis le soir, il y avait le banquet de la Coupe du Monde en haut à l'auberge du Mont-Gabriel, puis je me disais, j'en profiter, tu sais, dernier banquet, là, avant, on allait épier les banquets de Coupe du Monde parce qu'on voyait Sténélisé, mais là, je faisais partie du banquet, là, tu sais, c'était capoté, puis à un moment donné, c'est Mario Brisebois qui vient voir, puis il dit, Bernard Trottier, des magasins de sport, il veut te voir dans le corridor. Fait que j'étais allé voir Bernard Trottier, puis il m'a vraiment donné une enveloppe blanche avec 1000 piastres cash dedans. Puis il m'a dit, achète-toi un billet d'avion, puis va-t'en en Europe. Incroyable. Et puis, il dit, je te le donne à toi, parce qu'il dit, si je le donne à la fédération, tu ne verras jamais l'argent de ce coup. Tu ne verras jamais la couleur de cet argent-là. Ouais. Fait que j'étais allé m'acheter un billet d'avion, j'étais allé en Europe. Puis après ça, ben, on était 91, puis les premiers jeux, pour la première fois, les Jeux étaient olympiques, c'est en 92. Puis la grosse différence, c'est qu'en allant en Europe, j'ai pu gagner de course, mais j'ai eu assez de bons résultats pour avoir mes dépenses payées l'année d'après. Je comprends. Fait que je payais de l'extra, mais j'avais le gros de mes dépenses payées par la fédération. J'avais eu mon standard, j'avais fait mon standard. Puis après ça, ben, tu sais, je me suis qualifié, mais je ne l'ai pas vu venir nécessairement. T'sais, encore là, c'est drôle, hein? Ça peut paraître bizarre, mais je rêvais pas à ça. Moi, je me disais que c'était comme trop... j'imaginais que les gens qui allaient au jeu, c'était du monde, des athlètes de Londres ou de Los Angeles, je sais pas, tu sais, grande île, pas de montagne à 100 km à l'heure. Oui, je comprends. J'avais jamais pensé à ça. Puis surtout que c'était les premiers officiels. Là, il n'y avait pas de référence. Ouais. En 92, c'était vraiment les premiers officiels. Albertville, c'est les premiers jeux que vous avez... votre discipline se retrouve aux Olympiques. C'est ça que je comprends. Ouais. Puis toi, dans le fond, encore une fois, je reviens avec ça. Quand on dit on s'en va en Europe, c'est qu'à un moment donné, il y a une qualification qui se fait. Puis là, le Canada te contacte, te dire, c'est toi qui vas y aller représenter le Canada. Comment ça se passe? Il y a un processus de qualification qui représente, disons, la moitié de l'année, on va dire la moitié de l'année 91, puis le début de l'année 92. Mm-hmm. Là, mettons, tu as 8 courses là-dedans, puis on va prendre tes 4 meilleurs résultats des 8 courses. Puis là, c'est comme au golf, tu sais. Si tu finis premier 4 fois, ben, tu additionnes ça donne 4. Si tu finis 20e 4 fois, ben, tu donnes 80. Mais là, entre tous tes coéquipiers, ils prennent les chiffres les plus bas. OK, je catch. OK, toi, tu as 4, toi, tu as 80, ça fait que... Puis l'autre, il y a 200, ça fait que c'est toi, puis toi, tu sais. Ça fait qu'on le voit venir. On le voit venir par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est encore de même maintenant. Là. Ouais. En 94, les seuls jeux que ça n'a pas été comme ça, c'est pour ça que j'ai pas été au jeu, mais ça n'aurait rien changé parce que je pense pas que j'aurais pu gagner, c'est qu'on avait 12 places sur l'équipe, puis il n'y avait pas de profondeur à l'époque du côté des filles. Fait qu'on envoyait 8 gars, 4 filles. Mm-hmm. Puis des 8 gars, ben, il y avait 4 bosseurs, 4 sauteurs. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que la Ligue féminine canadienne, avec la parité, c'est rentré dans le décor. Puis on dit on veut l'équité 6-6. Exactement. Fait que, excuse-moi, il y a 2 Ontariennes qui sont allées en camp de vacances. J'avais gagné une Coupe du Monde 1 mois et demi avant un jeu. Oh, ça a du temps de quoi, c'est sûr. La participation. Ouais. Parce que, tu sais, tant mieux pour ces filles-là, ils ont vécu une expérience extraordinaire, mais ça a vraiment été une expérience participative. Tandis que tu aurais pu avoir un gars il venait de gagner une Coupe du Monde. Il y avait un momentum, il y avait une confiance. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu fais du sport de même aussi, tu vis des injustices criantes. C'est dur, là. Tu sais, toi, tu es là, tu y vas, tu vois ton chum qui y va pas, puis il a raison d'être choqué parce que c'était sa place, tu sais. Ça fait que, oui, tu veux la parité dans le monde, mais
pourquoi on fait pas ça progressivement? Ouais, Puis, ouais. tu sais, à l'inverse, ça va revenir un peu plus tard dans l'histoire où ça va être l'inverse. Mais tu sais, t'as un gars qui a investi son temps, son argent, tout ça, puis il est victime d'une injustice hallucinante. C'est tu sais. frustrant. C'est super frustrant, c'est triste aussi. Mais ça n'aurait rien changé. C'est pas grave, c'est le feeling Ouais, d'y c'est le aller, feeling, là, c'est tu sais. ça. Ouais. Mais, tu sais, puis ce que je veux dire, c'est à cette époque-là, ce qui est méconnu aussi, puis ça fait partie de mon travail de recherche, je suis content, j'ai appris ça. C'était la première fois que les Olympiques switchaient. Je m'explique. C'est 92, c'est Albertville. D'habitude, les Olympiques d'été et d'hiver avaient lieu la même année. Et là, on vit le switch que on va avoir 2 ans des Olympiques d'hiver et d'été. Donc, vous saviez déjà qu'en 94, vous alliez pas y retourner, mais je veux dire Il y que ça avait 2 va avoir ans lieu. d'attente. Ouais. Au lieu de 4. Après les Jeux d'Albertville, il y avait 2 ans d'attente. Mais je reviens, je te parle de moi juste parce que ça peut être pratique pour du monde qui écoute. Là. Vas-y. Tu vois, 92, moi, je suis un des favoris. Première édition au jeu, je suis un des favoris. Je gagne les Coupes du Monde facilement, je suis toujours sur le podium. Mais ça me monte à la tête. J'arrive au jeu, Régent Tremblay, name it, là, tout le monde vient me voir. Tu sais, 2 semaines avant, là, je fais ma tournée de 50 médias appelés là, pour parler à des répondeurs, personne ne m'écoute. Là, j'arrive aux Jeux Olympiques, j'ai Radio-Canada, NBC, BBC, toute la gang sont tous après moi. Tu vas gagner les Jeux, tu vas être sur le podium, comment tu te sens? Là, t'es là, waouh, je vais gagner les Jeux, oui, je vais y gagner, puis ça te monte à la tête, tu sais. Puis c'est pas parce que tu veux, mais ça s'instaure insidieusement, puis à un moment donné, tu finis T'étais par pas croire, vieux à puis, cette époque-là? ben, 19 ans, tu sais, t'as pas d'entourage. Ouais. T'as pas 24 psychologues, t'es tout seul, puis tu t'apprends, puis là, tu vois ton nom dans Sports Illustrated que tu vas gagner une médaille olympique. Puis là, tu te mets à penser, wow, qu'est-ce que je vais faire avec ma médaille olympique? Tu sais, je vais avoir un char, je vais avoir une blonde, je vais avoir des commanditaires, tout le monde va se être pitcher une sur star, moi, tu sais, ouais. je vais être une star. Puis là, tu penses à tout ça avant même de performer. Puis là, même, je me suis dit, je suis tellement bon, je vais aller moins vite en descendant pour assurer ma position. Comme ça, je vais avoir une médaille, même si ce n'est pas une médaille d'or, je n'aurai pas le stress d'y aller pour la médaille d'or. Je vais aller pour la médaille d'argent, la médaille de bronze, comme si tu pouvais décider ça d'avance. Là. Fait que j'étais allé lentement, puis finalement, j'ai fini 7e. 7e? J'étais triste en bas, là, parce que ça m'est rebondi en pleine face. Puis j'étais le seul responsable de tout ça, tout simplement parce que je m'étais mis à penser à ma vie de jet set puis à ma vie de star avant même de compétitionner. C'est fou. Fait que, tu sais, j'avais mis vraiment la charrue avant les bœufs, mais ça a été une maudite leçon, par exemple, parce qu'à partir de ça, je me suis dit, OK, là, je veux y retourner au jeu, puis je veux avoir une médaille olympique parce que c'était déjà la seule qui me manquait, puis je la voulais juste pour le thrill, parce que là, je venais de voir c'était quoi la... Tu sais, autant des fois aujourd'hui, je bitch un peu comme les jeux, mais contre les jeux, mais autant à l'époque, je voyais que c'était une autre classe. Là. Tu sais, c'est en Coupe du Monde, en Championnat du Monde, on avait 3-4 vaches, puis 3 chefs, 2 moutons qui venaient nous encourager. Puis là, juste aux entraînements, tu as 5000 personnes. Pour nous autres, c'est immense. Puis à la course, tu en as 20 000 qui crient, puis tout. Puis wow, là, tu veux revivre. Puis ce feeling-là, c'est capoté là, d'être une superstar. Ça fait que, tu sais, je fais un parallèle vite. Moi, quand je vois des jeunes joueurs de hockey à 19 ans signer 5 millions, je me dis, ah si, il est fait. Il est fait. Ouais, je comprends. Il s'en sortira pas. Comment Parce tu que peux rester sur ton terre? entourage fait tout 4 millions par année. Ton train de vie devient à 3 millions par année. Le reste, t'en donnes à tes chums. Tu payes à tourner à tout le monde. À la fin, là, tu penses plus au hockey. Là, tu penses juste à survivre et à entretenir ton RM, au jet set, à ton standing, finalement. Puis là, whoop, tu contre-performes. Puis là, whoop, t'as plus les gens qui t'adulent, mais t'as les gens qui tombent dessus. À 19 ans, t'es pas outillé pour faire face à ça. Ça paraît facile, là. Mais non. Mais quand tu le vis, là, c'est pas facile. C'est capoté. Fou, Ouais. hein. Fait que moi, ça m'est arrivé, mais ça a été un tremplin extraordinaire pour les Lammers. C'est arrivé au bon moment, c'est ça que tu veux dire. Tu sais, Ben, j'aurais aimé ça de l'avoir. Ces médailles-là étaient particulièrement belles. Puis je les aimais, les jeux j'aimais ça parce que j'avais un avantage. Je parlais français. Il y avait l'équipe française et moi qui parlais français de tous les compétiteurs. Ça fait qu'il y avait des avantages quand même. Ben, il y avait une occasion de promouvoir le sport de façon impensable à ce moment-là. Mais ça montre que les Jeux olympiques, là, c'est gros. Là. Parce que Jean-Luc, moi, je pense qu'il aurait pu gagner 4 médailles olympiques. Ouais. Il aurait pu faire 3e facilement à Albertville. Il a gagné les Lammers. Il avait servi une leçon au championnat du monde à Nagano en présélection pour les Jeux olympiques. À tout le monde, une leçon. En 98, il est arrivé avec la gig du drapeau, whatever. Puis en fin de carrière, en 2002, fait, moi, je pense qu'il aurait pu gagner, ça n'a pas marché. Puis à Salt Lake City, là, il skiait en... Ah ouais, tant que ça. Mais il a fait sa plus laide descente à vie. C'est arrivé là. Ça a été direct là. Ça dure. Une erreur, ça dure Je l'avais jamais vu skier de même. puis c'est fini. Mais tu sais, ça, je sais qu'on... Tu sais, puis là, tu as tellement une belle attitude par rapport au fait de dire que tu regardes ça serein.
tu sais, t'as la sagesse aujourd'hui, je suis content de vous rencontrer à ce moment-là, de voir ça différemment, s'il y a dû avoir des frustrations de « Ah, ça aurait dû se passer différemment », puis c'est des terrains que je voulais moins t'amener parce que je sais, là, je l'ai lu l'histoire là, par rapport au porte-drapeau, j'ai fait mes devoirs en ce sens-là. Puis... Mais ça me dérange pas pantoute d'en parler parce que je prends ma part de blâme dans tout ça, mais tu sais, la vie de compétiteur, c'est comme je pense que c'est comme une vie complète, mais en condensé. T'as des hauts, t'as des bas, tu gagnes pas, tu vis de l'adversité, parce que ça fait partie de la vie de compétiteur, de vivre l'adversité. Tu sais, on s'aime pas toujours en compétition. Des fois, on se tombe ses nerfs. On avait hâte au mois de mars, on se disait après, ciao, bye pour un mois. Là. Vous étiez fatigué à la fin. Tu sais, tu vis constamment. Le réservoir, il était vidé. C'est ça, les émotions. Il y en a un qui fait bien, l'autre fait mal. À un moment donné, ça finit par être pesant, ça aussi. Là, tu apprends à vivre en société, tu apprends à vivre des grosses émotions. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu là, avec les voyages, tout ça. Fait que c'est vraiment une vie condensée. Puis je me rappelle à Salt Lake, je pense que j'ai jamais pleuré autant d'une course parce que je savais que c'était la fin puis ça avait vraiment mal fini pour moi. C'était pas la belle histoire d'Hollywood, là, ça finissait pas bien. Tu sais. Mais je me rappelle d'avoir pensé, je m'étais dit un jour je vais y repenser et je me dire c'est une bonne affaire. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de le dire. C'était correct, ça m'a donné une bonne leçon peut-être d'humilité qui me manquait puis une bonne remise à sa place. Puis regarde, je suis encore là aujourd'hui, puis je fais encore du ski avec Pierre pour le fun, puis c'est le fun. Tu sais, je pense que, tu sais, pour vrai, vous autres, vous étiez aux premières loges pour voir ça, puis moi, je vais le dire honnêtement, moi, je viens de la génération, j'étais un début trentaine, faut se remettre dans le contexte. Quand tu as remporté les Lammers, je pense à juste l'impact que ça a eu dans le monde du ski au Québec au complet. Tu sais, moi, je pense à n'importe qui a skié de mon âge, des classes neige, des affaires de même. L'athlète qui nous a marqué de cette époque-là, c'est Jean-Luc Brassard. Mais c'est drôle parce que... Les gars, ça vous touche, hein? De reparler de ça, c'est de l'émotion, en maudit. Ben, il y a l'émotion de la course, mais il y a l'émotion des amis aussi. Ben oui, je comprends. C'est le premier gars qui m'a félicité, c'était lui qui n'avait pas eu sa place au jeu. Ça fait qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans aussi. Ah ouais, je trouve ça beau. T'as ton coéquipier qui le fait pas. Mm-hmm. Puis t'aurais aimé ça qu'il le fasse parce que moi, j'étais tout seul là-bas. J'avais un coéquipier anglophone, mais il était avec sa blonde, puis je le voyais pas, puis c'était correct. Mais j'aurais aimé ça le partager avec Pierre. Puis le premier qui vient me féliciter, c'est lui. Il est en bas, je sais même pas comment il parle. Mais de l'autre bord du rideau. Puis là, on saute, puis on braille. Ah, c'est beau, puis là, puis à un moment donné, il y a des gars qui me tapent, j'ai même pas d'accréditation. Puis je suis en avant de toutes les Kodak, les caméras, puis le kit. J'ai même pas d'affaires là, mais je me suis rendu là. Ben oui, t'as bien fait. Ouais, dis-moi, Gabriel. Ouais, c'est ça, tu regardes ça, tu dis waouh, on est parti de loin. Hey, moi, ça me touche de vous entendre, là, pour vrai, je trouve ça beau. Là, quand j'ai connu Maxime, qui a une connaissance commune à vous autres, j'ai réalisé à quel point, moi, quand on est jeune, on souhaite être amis avec les mêmes gars toute notre vie, de se tenir, de se souvenir de ça. Puis vous autres, vous l'avez fait, vous êtes encore proches de même. Je suis content de partager ça avec vous autres, puis de vous avoir amené en studio. Merci, Pierre, d'avoir accepté mon invitation. Puis pour vrai, moi... j'ai d'autres questions si ça vous dérange. On peut prendre une petite pause. Hey, je vous fais un cheers. Pour vrai là, vous êtes, à mes yeux, là, vous êtes des champs, les gars. Puis, tu sais, cheers de 2 mètres. Cette année, c'est con, là, mais genre, tu sais, ça n'a pas été une année facile avec la COVID, tu sais, on se le cachera pas, tout ça. Puis, honnêtement, moi, mes 2 meilleurs souvenirs de l'année, ben Pierre, t'étais là. C'est quand j'étais allé aux îles avec toi, puis t'as pris le temps de nous faire visiter les îles de la Madeleine. Tu m'as montré plein d'affaires, tu m'as passé vélo électrique. Puis quand j'étais à la Coupe du Monde, t'étais là avec. Puis honnêtement, ça m'a donné une piqûre de fou. Puis, tu sais, là, pour vrai, je rencontre un idole. Je suis honnête avec toi, je te conte l'anecdote, puis je vous laisse reprendre vos esprits là-dessus. Mais quand j'étais jeune, quand t'es jeune, puis on te donne l'occasion de faire du sport, tu réalises pas à quel point, versus d'autres familles qui sont autour de toi, tu vis peut-être quelque chose que les autres vivent pas. C'était tellement dispendieux de faire du sport. Puis moi, je me souviens que ma mère, à l'époque, la semaine de relâche, c'était une tradition d'aller faire du ski en famille, de vivre ça, puis tout le kit. Puis l'année que tu avais gagné la médaille d'or, si c'est mon bon souvenir, je me souviens que tu avais tourné une annonce pour McDonald's, que tu étais avec les Pumas, puis tu montais en Puma, puis tu parlais à la caméra, puis à la fin, tu tombais, puis tu disais, ça arrive même aux meilleurs. Fait que faites-vous-en pas, comme pour nous dire, de pas lâcher. Puis à cette époque-là, le ski, je trouvais ça dur. J'avais l'impression que j'étais le moins bon de ma classe, mais je réalisais pas que j'étais le plus jeune. Puis honnêtement, moi, ça m'a suivi toute ma vie. Quand Pierre, il m'a conté l'anecdote que vous étiez des chums, tout ça, ma première réflexion, ça a été ça de me dire, je me souviens de cette annonce-là à la télé, que Jean-Luc, il dit, puis je suis dans un chalet à quelque part dans les Laurentides, puis, tu sais, je me disais, tu vois, même Jean-Luc, il tombe, ça y arrive à lui ici. Mais, tu sais, dans cette histoire-là olympique, tu disais tantôt, je sais pas pourquoi, tu sais, mais
beaucoup de gens se rappellent où ils étaient quand j'ai gagné les Jeux. Complètement. Puis, moi, à l'île-la-mer, tu sais, on est à une époque où Internet n'existe pas. Là. 94, Internet, c'est les balbutiements d'Internet privé. Là, tu sais, ça n'existe pas. Ça fait que les moyens de communication, c'est le fax ou c'est la radio ou la télé. Fait que moi, j'étais à l'île-la-mer tout seul, dans ma piole de village olympique, qui est très modeste, puis c'est parfait comme ça. Puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. T'sais. J'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Puis à un moment donné, le gars des coms du village olympique vient voir, puis il me dit, il me met une note dans ma porte. Puis il me dit, tu viendras au centre de presse si tu veux, il y a des demandes pour toi. Bon, je m'en vais au centre de presse, mais j'ai aucun repère. C'est la première fois que je vis ça de ma vie, puis je suis tout seul. T'sais. Moi, mes jeux sont finis, là. C'est fini, il me reste une semaine de jeu. Fait que je m'en vais au centre de presse, puis le gars, il dit, regarde, t'as reçu ça de fax, de demande. Mais moi, je pense que c'est bien normal, tu sais. Ça fait que je suis OK, parfait. Fait que je commence à retourner les demandes, mais là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. T'sais. J'appelle à l'époque CKMF, tu sais, qui était la radio sport. Ouais. Puis là, je dis, oui, bonjour, c'est Jean-Luc à l'appareil. Le gars, le silence, c'est Jean-Luc Brassard. Ah ouais. Là, tu sais, j'entends le casque d'écoute tomber. Là, il crie à l'autre, arrête la toune, nan. Là, c'est une toune de Michael Jackson, tu sais. Là, il arrête la toune au milieu. Paf! Puis là, j'entends l'animateur qui court, là, probablement qu'il sortait des toilettes. Il court, et hey, Jean-Luc, je dis, ouais, prenez le temps, là, qu'est-ce qui se passe? Aïe, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, mais, moi, j'ai pas d'amis là-bas, là. Pierre peut pas être avec moi, il repartait avec sa blonde, puis fait que je descends la pile de fax au complet. Puis le gars des coms, puis moi, je trippe, tu sais, je vois le monde qui trippe au bout, fait que je suis content, mais je sais pas en tout qu'est-ce qui se passe. Je sais même pas la portée de mon affaire, là. J'en ai aucune idée. Mais le gars des coms, à la fin, il me dit, t'es le premier gars que je vois passer à travers une pile de même de demandes médiatiques. J'appelais partout. Mais là, tu sais, pendant 8 ans de temps, j'ai parlé à des répondeurs. Puis là, il arrête des tunes au milieu pour me parler. Tu sais, il n'y a pas une in-between. Il y a une coupure de fou, là, ouais. Puis là, mon coach d'équipe me dit, OK, on part demain matin, on s'en va en Autriche pour la prochaine Coupe du Monde. Puis j'ai dit, moi, il n'y a pas question que je parte demain matin. Je verrai peut-être plus jamais ça, des Jeux olympiques. Mais je reste à la fin. Il dit, il n'y a pas de place dans les vols, tout est plein, tu peux pas. Pour aller en Autriche, c'est ça? Ouais. Fait que là, je dis, ben, regarde, allez-y, pareil, là, moi, je pars pas. Fait que ils s'en vont. Puis là, ben, la veille des Jeux, l'organisation m'organise un voyage jusqu'à Oslo. Là. Je pars en autobus, je m'en vais à Oslo, j'arrive à l'aéroport, méga line-up à toutes les guérites. J'arrive avec mon billet expiré, passé date. J'arrive à la guérite, puis je présente mon billet, je dis pas rien. Là, la dame, elle regarde ça, elle dit, votre billet est expiré, monsieur. Elle dit, si vous voulez, je peux faire une recherche, voir s'il y a de l'autre place. Là, il m'avait tout dit qu'il n'y avait plus de place. Elle a dit, il y a une place. Elle dit, pour un aller simple, ça coûte 1000 $. Tu sais, à l'époque, là, c'est la fin du monde. Là, ça coûte plus que 200, c'est la fin du monde. Là, ça coûte 1000 $. Fait que là, je la regarde. Je m'en vais chercher dans ma poche arrière, puis je sors ma médaille d'or, tu sais, puis je donne dans les mains, je dis, peux-tu payer avec de l'or? Là, la dame, elle prend ça, mais là, c'est des Norvégiens qui ont trippé pendant leurs Jeux olympiques. Elle a ça dans les mains. Là, ça a fait, là, toutes les line-up, les autres préposés sont tous allés voir la médaille. Là, j'avais de la misère à checker la médaille, ça flyait partout, ça se prendre en photo. Ça a rendu de la cohue alentour de moi. Puis là, à un moment donné, j'ai récupéré la médaille. Je regarde la dame, elle me donne un billet, elle dit « Bon voyage, M. Brassard. » Ça m'a rien coûté, puis j'étais en business. C'est malade, ça! Fait que c'était à ce point-là. C'était capoté. Parce que toi, pour toi aussi, d'une certaine façon, eux autres, ils devaient se dire t'étais devenu une célébrité locale. Non, c'était pas ça. Les Olympiques avaient été bons. C'était juste que c'était un médaillé d'or. Pour les Norvégiens, c'était super important. Wow! Mais ça aurait été un médaillé d'argent, ça aurait eu un impact. Eux autres, ils avaient trippé à leur jeu qui était bien naturel. Puis j'avais trouvé ça cool de ne pas revenir direct ici. On avait été en Autriche, c'était cool, c'était relax, c'était beau, on faisait une compétition. C'était sur un nuage. Ben moi, j'avais du fun, je retrouvais mes amis. Oh, wow. Tu sais, je retrouvais pas le jet set. Là, je m'apprêtais pas à connaître le jet set. Je retrouvais mes amis, puis j'étais content. Là. Je retrouvais le ski, puis mes amis, puis j'étais content. C'est tout. C'est en revenant ici que ça a comme été une vague. Là, ça a été là, il a compris qu'il y avait bien des papas puis des mamans qui voulaient avoir Jean-Luc Brassard comme gendre. Ça pouvait ressembler à quoi, mettons? Tu sais, l'aspect, tu sais, je veux dire, des fois, je vois, là, tu sais, quand Jacques Villeneuve, mettons, avec Gagné, c'est complètement fou. Mais mettons, as-tu des anecdotes concrètes de comme ça devait te surprendre, là, tu sais, quand ça pouvait ressembler à quoi, mettons, là? Ah, ça allait du tout au tout. Il y a un monsieur qui m'a passé sa voiture sport pour une fin de semaine, comme ça. Il nous l'a passé. Il nous l'a passé. Là, je le reconnais. Il y a une grand-maman qui m'a écrit pour me dire que je serais un excellent candidat pour sortir avec sa petite fille. Une grand-maman. Tu sais, ça allait de tout bord. T'avais 21 ans, mettons, en plus. Ouais, j'avais 21 ans, oui, c'est ça. Des fois, il partait, là. Des fois, là, il venait à Terrebonne, là, à Cajot Sport, là.
Puis ça en prenait juste un qui parte le bal de venir lui demander un autographe, là. Puis le restaurant se levait au complet. Aussitôt qu'il y avait un moment donné, il en était tanné, là. C'est pas arrivé souvent, là, mais un moment donné, aussitôt qu'il y avait il laissait le crayon, puis il disait, les boys, I'm out. J'en ai assez, puis il partait. Mais c'était souvent, il remplissait, il disait bonjour à tout le monde, mais ça en prenait un des fois. Non, that's a good guy. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est d'avoir des amis comme Pierre, tu sais, qui restent là depuis le début. Parce que ça t'as beaucoup d'amis artificiels qui sont là parce que t'es la saveur du moment. Je comprends. Puis quand tu l'es plus, ça s'en va, tu sais. Ils s'en vont aux autres. Mais ce qui est important, c'est que t'as les vrais amis. chums sont restés. Ouais, puis tu sais, ça, là, ça fait une différence dans une vie, là. Ça te maintient en vie, là, parce que sinon, tu pars en orbite, puis je comprends. Tu décolles, puis t'as plus tes repères, là, tu t'en vas ailleurs. Là. Faut que je vous amène sur un autre terrain, parce que quand j'étais jeune, on avait le droit d'aller magasiner, que ma mère, elle m'équipait pour le ski pour l'année, puis elle m'amenait d'un magasin que vous connaissez, elle m'amenait chez Bernard Trottier Sport. Pour vous autres, si je vous parle de ça, c'est quoi Bernard Trottier, mettons? Ben moi, c'est un gars qui a donné un coup de pouce extraordinaire à ma carrière. J'ai travaillé aussi chez Bernard Trottier, les ventes du mois d'août, à la rue Salaberry, ici. Puis c'est un amoureux du ski, un mécène, qui a pas juste donné à moi, qui a donné à beaucoup de monde, mais qui a jamais publicisé ça. Là. Lui, il le donnait parce qu'il croyait à ce sport. Ça se faisait cacher quand même. T'sais. Je veux dire, il s'en vantait pas. Je sais pas comment dire. Il y avait un côté humble à tout ça. Ah, ben raide. Là. Il tenait une industrie à bout de bois. À bout de bras. Il a été commanditaire de l'équipe de ski alpin nationale pas mal quand son gars était là. Puis, tu sais, il y a des bains du monde. Il y a des bains du monde. Moi, à un moment donné, il m'a dit, j'avais un pseudo-agent à l'époque, là. Puis j'avais besoin de stock, fait que il m'a dit va-t'en à ce Greenfield Park là, sur Tachereau, il t'attend. Fait que j'étais rentré là, bien gêné. Fait que tout le monde qui rentre dans le magasin, il y a beau avoir 13 vendeurs sur le plancher, ils s'en vont tous voir M. Trottier. Le cousin de ma femme, la Maison Bleue, le 3e, ben c'est ça, ils veulent tous avoir un deal. Fait que c'est tout le temps lui tout est focusé sur lui. Puis là, au bout de 3 heures, le serveur, il dit qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es encore là. Ben, je vous attends. Il dit, prends qu'est-ce que tu veux. Prends qu'est-ce que tu veux. Ah, ouais, t'es-tu sérieux? Ouais. Fait que j'étais parti avec un chandail, une paire de gants Rush, les beaux gants Rush. Et il a dit, ouais, t'as pas pris plus cheap, j'avais pris plus cher. Puis, si eux autres t'as laissé sur le bord de la clôture avec Rock parce que c'était trop mauvais. Puis il m'avait donné 4-5 morceaux, puis il m'avait dit bonne saison. Puis là, c'est des amis de la famille, ils venaient à mon mariage. J'étais aux îles de la Madeleine, on est allé manger avec sa fille chez eux. Puis quand on a du stock à acheter, on retourne à Paris, on va chez Ski Town. Ouais, c'est fantastique, on les salue. L'autre point que je veux un petit peu valider, c'est qu'il paraît que quand tu es revenu d'Italie, il y a eu un petit accident ou une anecdote au niveau de ta santé, tu t'étais blessé. J'aimerais ça qu'on m'explique ce bout-là. Je vais le commencer. Selon source sûre, ça vaudrait la peine, j'entends ça. Ça, c'est l'anecdote des anecdotes. Il l'a raconté une fois. C'est que... Ah, wow! Fait que Jean-Luc se fait le genou en Italie, rapatrié. Puis évidemment, ils ne descendent pas... c'est une chose normale. Je pense qu'ils descendent sur le tarmac. Puis à l'époque, il y avait son agent, ses parents. Fait que moi... Il m'amène à Sacré-Cœur. Il m'amène à Sacré-Cœur direct. Puis là où il travaille, Pierre Ranger? Oui. Ouais. Qui est le médecin ou un des top médecins orthopédiques, le kit. Fait que moi, je l'avais déjà rencontré. Fait que j'avais déjà une petite mèche avec lui pour rentrer. Fait que on a vendu notre entreprise familiale. On avait un abattoir, nous autres, un gros plan de viande. Fait que j'ai pris le soin d'arriver. On est arrivé en toge blanche d'abattoir. On avait l'air 3 médecins. Moi, mon frère jumeau, puis un autre de mes chums, avec une botte de ski, puis une boîte. Okay. Puis là, on rentre, on fait Jean-Luc est dans la chambre. Là, il sait pas qu'on s'en va là. Son agent sait pas. Il y a personne qui sait ça. On tape. Jean-Luc Brassard, il est où? On se fait éduquer où? Et on rentre dans la chambre. Je lui laisse terminer. Mais tu sais, t'as 2 internes qui sont avec Dr. Ranger, qui est une sommité, puis les internes, tu sais, ils se tiennent droit, là, ils tiennent le dos droit. On est dans une salle pas loin de l'entrée parce que je débarque de l'avion, je suis direct là, couché sur une civière, puis le Dr. Ranger me regarde le genou. Puis mes parents, puis mes beaux-parents sont en retrait. Puis là, qui arrive, on entend vraiment toc, toc, toc. Les 2 frères Forget, François arrivent. Là, ma mère a dit « Ah, les frères Forget », en voulant dire « Qu'est-ce qui va se passer? » À ce point-là. Alors, il bypasse tout le monde. Il passe devant tout le monde d'un pas décidé.
ils viennent devant moi, puis en face Lui, il est en Dr. boxeur, Ranger. là. Il est à la table, il est en auscultation, il est en boxeur de même. Puis là, ben, ils disent, les autres, ils arrivent, puis ils disent, là, docteur, là, nous autres, on a inventé un super nouveau remède miracle qui va révolutionner le monde de l'orthopédie. Puis là, tu as les deux internes qui sont à côté du docteur qui ne savent pas s'ils doivent appeler la police. Là, parce qu'il y a 3 imposteurs qui sont là. Ça fait que là, il y en a un qui met la botte à côté de... Il met la botte de ski, il la tient dans ses bras. L'autre qui ouvre la boîte de viande, il sort un fémur de veau puis un tibia fémur. un tibia fémur de veau. Ils mettent ça dans la botte, puis ils font comme un mouvement d'une jambe. Puis ils disent, le procédé révolutionnaire, c'est le ligament. Puis là, ils sortent un ligament de veau fraîchement coupé qui agite, là, puis ils disent, regarde, on met ça ensemble, puis là, regarde, là, ça va tenir, là, faites ça comme opération, docteur Ranger, ça va être... T'sais, on est dans un hôpital super aseptisé, il arrive avec un fémur, puis un tibia, un ligament. Fait que là, ils partent à rire comme 3 Mongols. Devant le docteur. Ils remettent tout dans la boîte, ils s'en vont. On n'est jamais revenu. C'est fini! Là, le docteur Ranger, il regarde ses internes, il dit, faites-vous-en pas, je les connais. ça a comme vraiment, tu sais, ça l'a cassé la lourdeur, parce que j'étais pas en bon état, ça a comme cassé la lourdeur de l'événement. Ils sont arrivés, c'est les seuls qui ont fait ça de l'histoire de l'hôpital des Sacré-Cœur. méchants bons chums, des bonnes anecdotes. Ouais. Parce que moi, C'était tu des m'avais méchants déjà malades. confié que tu avais une auto, fait que là, le transport, c'était compliqué. Ben, fait que c'est toi qui conduisais, Jean-Luc, t'allais le chercher, puis là, c'était de la route pareil quand Ben même. ouais. ouais, ben c'est ça. On était les premiers à 16 ans à avoir un automobile. Fait qu'on faisait un run de lait pour tout le monde. Fait qu'on allait chercher pour faire du ski. Il y avait un chalet dans le nord. On allait le remener. Là, après ça, on allait prendre notre douche. Puis là, on allait le rechercher parce qu'on sortait au B52. Yeah. On allait le remener. Fait qu'on a bien du fun. Vous avez sorti pas pire, là. Vous avez- Bon, c'était- ouais, il y a donné. On sort encore aussi. C'est très hot, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Faut quand même revenir à ces Jeux olympiques. Ça fait un gros moment de ton parcours. Ce qui est fou des Jeux olympiques que tu as participé, puis je veux juste savoir quel genre de bulle, l'ambiance qu'il peut y avoir. Si je comprends bien, les Olympiques, quand ça dure deux semaines environ, les athlètes sont pas là les 2 semaines. C'est pas prévu qu'ils restent là du jour 1 au dernier jour. Est-ce que je me trompe? Non, c'est prévu juste pour une période de 4-5 jours. Jusqu'à temps que ton épreuve se termine. Je pense maintenant que le comité olympique loue des hôtels, mais tu sors du village pour faire de la place à d'autres, parce que sinon, ça coûterait trop cher. Oui, Construire oui. des villages, ça coûte déjà trop cher. Fait que si tu veux rester, tu peux rester, mais dans un hôtel, pas nécessairement au village olympique. Ok. Tu as ton accréditation qui te permet quand même de te promener pas mal d'une place à l'autre. Mais c'est effectivement une jolie bulle. Là. Faut pas le diminuer. Là. C'est incroyable. C'est une grosse affaire, ouais. C'est une Ok. très, très grosse affaire. Il y a de plus en plus, peut-être aux Jeux d'été, il y a de plus en plus de restrictions de ce que les athlètes peuvent faire, parce que quand tu as 11 000 athlètes, à un moment donné, tu peux pas tous les accueillir dans un stade. Il faut que tu aies de la place pour les visiteurs payants. Mhm. Mais quand même, tu peux te promener Pas pire. Puis quand c'est fini, là, tu fais la fête. Là, C'est honnêtement, ça, là. j'allais dire. C'est comme un gars d'université qui vient de passer ses examens. Là. Ça fait 4 ans là, Après, que là, t'es à t'es temps. relax. C'est ça. Ça fait que là, tu peux te permettre de t'amuser. Parce que toi, c'est un peu pour ça que je veux t'amener là-dessus dans le contexte des Olympiques, mettons 94. C'était toute l'idée que là, l'URSS venait d'être démantelée. Il y avait des athlètes qui allaient représenter des pays comme la République tchèque, la Slovaquie. Puis toi, ben, t'as vécu un peu le happening entourant Nancy Kerrigan. C'est-tu des choses que t'étais conscient que ça s'est produit à cette époque-là ou t'étais dans ta bulle, focus, on n'en parle pas? Ben non, à l'époque, ma copine était Isabelle Brasseur, qui était une patineuse artistique, puis c'était la roommate de Nancy Kerrigan. Oh my God. Pas au jeu, parce que c'est T'as pas le même rencontré? pays. Oh ouais. J'avais même déjoué l'œil du garde du corps de Nancy Kerrigan. Quand j'ai les cheveux courts, on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Là. Fait que quand je suis arrivé à Denver dans un spectacle, lui, il était pas là. Je m'en allais avoir Isabelle pour avoir des billets. Fait que le gars, il triait tout le monde. Il me voit arriver, il me fait passer. J'avais un cours d'équipe nationale sur le dos. C'est ça. Il pensait Là, GL. quand il a su que c'était pas Jean-Luc, il était fâché. Mais tu sais, oui, il y a des circonstances, mais là, quand tu es un athlète, ça dépend où tu mets ton focus. Là. Tu te mets-tu le focus sur quelque chose que tu peux pas changer, que tu n'as aucun contrôle, ou tu restes concentré sur ce que tu as à faire? Seulement au jeu, tu essaies de rester concentré sur ce que tu as à faire, puis après, tu peux t'occuper d'autres choses, si tu veux. Là. Fait que toi, t'as côtoyé indirectement Nancy Kerrigan, là, vous l'avez vu, là, tu sais, je veux dire, t'as Ben, vécu ouais, un peu la c'est- folie de l'histoire avec Tony Harding et compagnie, là. Ben, à distance, C'est ça. à distance, mais après ça, oui, on se recroise, mais tu sais, même dans le village, tu as des athlètes jet-set. Tu sais, un Alberto Tomba, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est pris en ligne de mire par plusieurs. Tu sais, ça reste un athlète de pointe en slalom à l'époque. Il y en a qui sont des méga stars. Tu sais, j'imagine un Michael Phelps se prend souvent en photo.
Sidney Crosby Ouais. au jeu, au hockey, au jeu de Sochi, c'était quelqu'un qui était énormément sollicité, même de la part des autres athlètes. Mais une petite anecdote à propos des joueurs de hockey, parce que moi, j'étais assistant chef de mission à Sochi. Tu sais, on les voit toujours un peu comme des primadonnas, mais à Sochi, le planning de chambre, c'était 2 athlètes par chambre. Et les athlètes de hockey, eux autres, ils voulaient vraiment vivre l'expérience olympique, tu sais, dans toute la modestie que les Jeux ont à leur offrir comparativement c'est ça. Mais eux, ils avaient même décidé d'être 3 par chambre. Ah, ouais. Dans vraiment des lits simples, avec une petite table de chevet puis une lampe, c'était tout. Ils étaient 3 par chambre, les pieds qui dépassaient au bout du matelas. Puis, il s'était donné la peine, il avait fait un mur complet avec le nom de tous les athlètes et leurs photos. C'est bien pour qu'ils puissent se souvenir de tout le monde, parce qu'ils voulaient vivre l'expérience olympique. Fait que tu as vécu le côté vrai pro des gars. Tu as compris qu'à quelque part, c'était pas... C'était pas juste des bons athlètes, c'est des personnes qui sont sérieux. Oui, puis ça reste que tout le monde veut vivre les Jeux dans la parfaite entente. Si tu vas là pour être le kingpin, ben t'as peut-être le mauvais choix. Tu as pris le mauvais ton là, pour faire ta place au jeu. Pendant que Pierre sauve une bière. C'est ça le bruit que vous avez entendu. Y avait-tu des athlètes que tu as côtoyés comme Elvis Stoico, des gars de même? Ouais. Toi, t'avais-tu vécu... Là, je pose une drôle de question, OK? Mais il y a une vieille légende qui racontait que Eric Lindros, il s'était passé quelque chose avec Elvis Stoico dans le village olympique. Est-ce que vrai, toi, t'avais entendu parler de ça? Est-ce que c'est vrai, cette anecdote-là? Oui, je me rappelle pas, mais je me rappelle, tu me remémores que oui, c'était passé une anecdote, mais des fois, il y a bien des choses qui sont amplifiées. Je te donne un exemple, il y a une compagnie qui a fait le meilleur coup de pub probablement de l'histoire, puis ça passe souvent sous le radar. C'est la compagnie qui offre des condoms gratuits au village olympique, puis ils disent on a distribué 160 000 condoms, puis il n'en reste plus un. Ouais, je comprends. Mais là, tout le monde fait « Wow, c'est méchant de partout aux Jeux olympiques. » Mais là, il faut que tu comprennes que tu es souvent 4 par chambre ou 2 par chambre, fait qu'il n'y a pas trop d'intimité. Puis ensuite, là, tu as des pays où les athlètes ne font pas une scène. Là. Puis dans la vie de tous les jours, là, c'est des ex-pays communistes où les personnes ne font pas une scène. Fait que tu as un athlète là, qui a un bagage, il ramasse tous les condoms qu'il peut là, au village, il les met dans son bagage, puis il repart chez eux, puis il les vend au marché noir dans son pays. Ça fait que 160 000 condoms, là, on s'entend que c'est... Distribué, on s'entend qu'il fallait pas avoir le gars qui distribue et dire là, j'étais avec une fille, je peux en avoir un. Là, il aurait pu en distribuer 300 000 s'il avait voulu. Il se passe beaucoup de choses qui deviennent un peu un téléphone, là, qui prennent de l'ampleur d'une bouche à l'autre. Là. Moi, j'ai le goût de retourner aux Jeux olympiques quand j'entends ça. Ouais. Le seul sport qu'on pourrait retourner, c'est quoi comment ils appellent ça? Le curling. C'est le seul sport qu'on va pouvoir retourner. Ou passager au bobsleigh. Quand tu es allé à Sochi, ça veut dire que tout le volet Vladimir Poutine, tout ça, tu as vécu ça là, de près. Là. Est-ce que vraiment, toi, pour avoir tout fait les Jeux olympiques, est-ce que vraiment Sochi, au niveau des installations, on se connaît les coûts, là, la notion que ça n'a pas de sens, comment ça a coûté cher. Est-ce que vraiment c'était une différence marquée au niveau des installations versus les autres sports? Oui, c'était... tant que ça. Disons, imaginez le stade olympique, là, puis imaginez que pour la superficie du stade olympique, là, tu vas raser tout le jardin botanique, tout ce qui est alentour, Vio, Hochelaga, là, tu vas tout raser pour construire 5 stades olympiques alentour. Dernier cri, dont un aréna aussi grosse que le Centre Bell, mais son toit, il est fait comme un écran. Un dôme de tortue, puis c'est un écran. C'est un écran, tout ça, c'est un écran de télé. Tu peux être sur la place publique, puis tu regardes le toit pour suivre la game de hockey. Tu sais, c'est un délire technologique hallucinant. Puis là, quand tu arrives en montagne, écoute, ils ont construit une autoroute, là, l'équivalent d'un métropolitain moderne, qui part de Saint-Lin, puis qui s'en va à Saint-Canute. Mais là, tu as une autoroute 2 voies qui est sur un pont tout le long, avec des gardes de sécurité armés de mitraillettes à chaque pilier en dessous pour pas que personne aille faire sauter l'autoroute. Puis quand tu arrives au site de ski alpin, tu peux même pas te marcher à pied. Là. Quand tu embarques dans une vanne du village de montagne, te rendre au site, ils mettent un sticker sur une porte, ils t'enferment dans une vanette, ils mettent un sticker, puis ils vérifient le sticker à l'arrivée que personne n'a ouvert entre les deux. Puis à la base des sites, tu as des batteries anti-missiles aériennes, là, comme tu vois dans les films. Tu as des camps militaires, des abris tempo en cours de route avec le traditionnel, là, ce que tu vois dans les films, tu ouvres la trappe pour regarder, mais c'est un filet. Puis moi, à un moment donné, une belle journée, j'ai voulu marcher du ski alpin au ski acrobatique, qui était relativement près, juste prendre l'air, là, pour rentrer dans ces vannes à l'air vicié-là. Puis à un moment donné, là, j'ai eu un escorte privé. Là, j'ai eu un Jeep qui est arrivé de nowhere, un Jeep militaire blindé,
qui roulait à la même vitesse que moi, je marchais. Il ne m'a jamais donné un lift, à 50 mètres de distance. Puis à un moment donné, je sentais le malaise. J'ai appelé un représentant pour leur dire, écoutez, là, je marche de l'endroit là à l'endroit là. Puis j'ai eu un message en russe qui m'a dit, je l'ai su par après, ta communication va être coupée parce qu'il y a un certain type de bombe que tu fais un code puis ça l'explose. Ça fait qu'on coupe ta communication, désactive ton cellulaire. Puis quand on est arrivé au jeu à Sochi, c'est les services secrets qui nous ont dit, demandez-vous pas si les services secrets russes vont entrer dans vos ordinateurs. Demandez-vous depuis quand ils sont dans vos ordinateurs. Si vous êtes un entraîneur, ça fait 6 mois, là. C'est sûr qu'ils sont rentrés dans vos ordinateurs. Puis après ça, on vous recommande de varger, de scraper vos ordinateurs. Prenez une masse puis donnez un coup de dent. Là. Voyons Vous ne pouvez pas faire sauter ce qu'ils vous ont implanté dans vos ordinateurs. Ça allait loin de même. Là. C'est capoté. Là. Les autres, c'est ça le sport maintenant. C'est aussi du vol de données. Tu vas avoir un avantage sur tes adversaires. Ça fait que, au niveau des athlètes, tu n'es pas sensibilisé à ça. Tu sais qu'il y a une sécurité extrême. Tu ne te sens pas menacé. Ça devient les endroits les plus sécuritaires au monde. Tu as des cohortes d'armées qui habitent là. Ça fait que dans le champ, dans le bois... à Salt Lake City, justement, après le 11 septembre, là, c'est là que ça a tout changé pas mal. Là. C'était la place la plus sécuritaire au monde, c'était Salt Lake City en 2002. Tu avais des snipers dans le bois. Tu allais faire pipi, puis tu faisais pipi dans le bois, puis tu regardais, puis d'un coup, tu avais un gars habillé en blanc qui était couché dans le banc de neige avec sa mitraillette. Puis on savait qu'il y avait des snipers. Tu l'avais-tu vu avant d'avoir fini? Non, on les voit jamais. Okay. On les voit, on finit par les voir, puis maintenant, on dit, il y en a un là, il y en a un là. Puis là, ça attire l'attention, on essaie tous de les voir, puis essaie pas de les prendre en photo, là, tu te fais remettre à ta place, que tu sois athlète olympique ou prends ton gaz égal. Toutes les autos sont scannées par satellite, tous les transports. Si le chauffeur dévie à une lumière rouge, les services secrets sont là en 2 minutes, en 30 secondes. Tu te demandes où, tu es au milieu de nowhere, puis ça arrive, comme ça, l'hélicoptère descend. Écoute, c'est un film, là. C'est capoté. Ça fait que tu es loin des lameurs, mettons. Là. Tu sens que tu as changé de période, on a changé de siècle, puis... Les lameurs, c'était les derniers Jeux olympiques qui avaient du bon sens en termes de coût, d'envergure. Puis après ça, le cheval a pogné le mort. Ça a explosé. C'est peut-être obligé. Tu sais, à un moment donné, t'es terroriste, tu veux faire le coup d'éclat, mais c'est où le coup d'éclat? C'est où tu as 5000 journalistes qui sont en attente, qui se passe quelque chose? Non, mais tu sais, c'est plus dans le sens que, tu sais, on a su que les résidents de Sochi, là, les gens qui vivaient là normalement, eux autres, ils ont vécu un calvaire entourant l'expropriation, tu sais, la réalité qu'il n'y avait plus d'eau courante, aller travailler, c'était comme impossible. Puis tu sais, ça, je suis obligé de te lever mon chapeau. J'ai écouté beaucoup d'entrevues avant qu'on se voit, puis t'as parlé... sévèrement, mais justement, puis tu as été honnête de l'admettre que le mouvement olympique, c'est quelque chose que aujourd'hui, avec du recul, il y a une certaine frustration face à ça. Tu sais qu'il y a eu de l'exagération, les droits humains, les pays qui voient octroyer les jeux, c'est des pays que c'est un régime totalitaire en place. C'est peut-être les seuls qui sont encore capables de se payer ça. Tu sais, la Chine a payé 41 milliards pour les jeux de Sochi. Pas de Sochi, de Pékin. Après ça, les Russes ont renchéri 53 milliards pour leur jeu. À un moment donné, c'est parce qu'une population peut faire bien de l'argent là, avec 53 milliards. Là. C'est le budget. 53 milliards, c'est le budget du Québec en soins de santé au complet. Là. Ça fait que c'est énorme. C'est des coûts qui sont énormes. Puis ça, c'est pour 2 semaines. Puis c'est pour 2 semaines pour flasher, pour montrer au reste de la planète que c'est toi qui fais le plus gros party. Mais le party, il arrête. Là. Le lendemain matin, il se réveille, tu as le mal de bloc. Puis tu dis, OK, je fais quoi là, de mes 5 stades gigantesques, de mon autoroute, de mes trains, c'est des gens qui ont assumé à ces coûts-là. Ça fait que tu vois que la population maintenant commence à dire on pourrait faire d'autres choses avec cet argent-là. Ça fait que c'est pas moi qui le dis, mais c'est les référendums de villes candidates qui disent c'est cher. Ça a comme plus de bon sens. C'est ça. Tu sais, c'est de l'argent. C'est facile de dépenser l'argent des autres, là, mais à un moment donné, il faut que tu te dises. Tu sais, juste la candidature de Calgary, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait s'étendre 2 jours, mais la candidature de Calgary qui n'a pas fonctionné. Juste le budget de sécurité pour 2 semaines, c'est pas un héritage qui va rester. Là. Ça, si tu donnes 1 milliard en salaire à des policiers, c'est le fun pour les policiers. Là. C'est le fun. Tu es sur les jeux, tu vois des athlètes, tu peux leur demander un autographe, c'est trippant. Mais en tant que société, avec 1 milliard, tu peux construire 100 centres Claude Robillard partout au pays. Puis ça, tu vas permettre à plein de populations, à des jeunes, des vieux, des athlètes d'élite de s'entraîner comme ça pendant 50 ans. Sans rien toucher, même avec un budget de fonctionnement. Fait que là, en plus du reste du budget des jeux, là, tu donnes 1 milliard à 2 semaines en sécurité.
que tu vas perdre là, au bout de 2 semaines. 1 million, c'est beaucoup, là, 1000 millions de dollars. C'est l'équivalent de 100 méga infrastructures de sport qui aident énormément de communautés. Ça n'a comme pas de sens. Fait que c'est des décisions collectives qu'il faut prendre. C'est important d'y penser. Puis c'est sûr, je te dis, tu veux-tu venir au party des Jeux olympiques? Tout le monde veut aller au party des Jeux olympiques. C'est le fun pour les athlètes. Mais après ça, tu crèves de faim pendant 4 autres années. Tu n'as même pas de budget pour présenter une épreuve de Coupe du Monde au Mont-Tremblant. Oui, je comprends. Puis là, d'un coup, tout le budget est mis sur une course. C'est un peu niaiseux. Les athlètes sont pas juste bons à tous les 4 ans. Là. Puis souvent, au jeu, ça a énormément d'impact parce qu'il y a une grosse construction médiatique, mais c'est beaucoup des one-shot deals. C'est pas toujours le meilleur qui gagne au jeu. C'est celui qui était bon cette journée-là. Le lendemain, c'est pas sûr que c'est lui qui va gagner. Tant qu'à moi, le gars qui est le champion de la Coupe du Monde, comme mettons un circuit de Formule 1, celui qui a le plus de points sur un ensemble de conditions, dans la pluie, dans du sec, à chaleur, peu importe, c'est lui qui a démontré les plus belles aptitudes. Ça fait que c'est vraiment lui le skieur le plus complet de la saison. Les jeux, c'est parce que c'est 30 secondes qui arrivent aux 4 ans dans notre cas. Là. Ça fait que c'est là que ça a un méga impact. Ça a beaucoup d'importance, mais ce qui est plate, c'est que quand Radio-Canada met 50 millions pour les droits des jeux, puis ils n'ont plus une scène pour après ça présenter une course de ski acrobatique ou de baseball ou de ski cross ou quelque chose à travers le monde, c'est ennuyant un peu. C'est beaucoup d'œufs dans le même panier. C'est un peu à l'inverse de, disons, ce que tout conseiller financier va dire à ses clients, de se diversifier. Et là, c'est rendu la seule chose. Ça fait que, tu vois, j'en parle des jeux. Moi, j'ai d'excellents souvenirs, des bons, des mauvais. Ça a marqué ma vie, ça a changé ma vie. Mais je suis capable de dire aujourd'hui que le procédé, il est malade un peu, là, puis il aurait besoin d'un petit coup de barre dans tout ça pour le rendre à l'échelle humaine encore. Je sais pas si tu avais entendu ça, mais en revenant des Jeux olympiques, si je me souviens bien, il y a un snowboarder connu qui était commandité par Red Bull qui a mentionné qu'il y avait une frustration envers les compagnies aériennes parce qu'il s'était rendu compte que les gens de la fédération, ils étaient assis en première classe, champagne, tout ça, puis qu'à l'inverse, les athlètes qui ramenaient des médailles, ben, ils étaient entassés en classe économique, puis ils disaient, c'est nous autres qui a participé, qui a fait performer ça. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça? Je me rappelle très bien d'avoir entendu. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je m'étais dit, waouh, il va se faire taper ses doigts, première des choses. Ensuite, je me suis dit, ben, il a raison, dans un sens. Et puis c'est ça. Il y a des vérités, puis il y a des vérités. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du guts de dire ça. Puis par la suite, il s'est revisé. Un petit peu rétracté parce qu'il voyait l'impact que ça allait avoir. C'est sûr que le comité olympique, il disait, écoute, là, regarde, là, on a payé ton voyage, là, ferme ta gueule, puis reviens. Là, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ça se passe de même. Là. Moi, on m'avait déjà expliqué que parce que tu étais champion, tu te présentais au comptoir de l'avion, des compagnies d'aviation, puis on te suggérait énormément de passer en première classe à cause qu'on te respectait beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que tu vivais dans le fame de la médaille? Non. À une époque, c'est arrivé, mais ça se faisait pas au comptoir. C'était les agents de bar qui avaient la latitude de faire ça à une époque, mais ils n'ont plus cette latitude-là. Okay. Alors, tu es assis en classe économique, et puis Mani vient de voir et disait, M. Brassard, on aimerait vous voir à l'avant. T'sais, ils font ça, là, c'est super smooth, là, ça offense pas personne. Okay. Puis là, il t'offre un banc, tout le kit. Puis là, il était bon là-dedans, parce que souvent, vas-y. Le tir, il disait, tu peux amener, mettons, un de tes chums ou 2 de tes chums, tout le kit. En première classe. Ouais. Puis moi, j'étais son meilleur chum, mais lui, il était pour l'égalité. Fait qu'il faisait tirer entre un certain groupe de ses chums qui allait l'avoir. Puis c'était tout le temps celle qui voulait pas qu'il soit là qui gagnait. Il y avait espoir avec le hasard. C'est drôle, ça. C'était souvent ça. Jean-Michel, c'est toi qui gagne. Je sais pas, j'ai inventé le nom. Là. Ça donne mais c'est très drôle. Mais ça peut arriver, mais ça n'arrive plus maintenant. Les agents de bord n'ont plus la latitude de faire ça parce que toutes les compagnies aériennes ont serré la vis énormément. Je comprends. Ça a changé. Mais car c'est des beaux privilèges que moi j'ai profité à l'époque. Maintenant, les athlètes de pointe, ils ont comme un crédit boni point là, au départ. Ça fait qu'ils commencent leur vie avec, mettons, 200 000 points, puis après ça, ils accumulent, puis là, ils sont toujours, ils sont les premiers à être upgradés. Ça fait que ça fait partie des privilèges. Là, okay. Mais c'est quand même cool, tu sais. Ouais, non, c'est cool, regarde. Mais tu sais, je pense que maintenant, c'est tout mieux que ce que c'était. Mais moi, je regrette pas notre époque. Ben non, j'ai vraiment trippé mon époque. Puis je suis content de voir où ils sont. Avec Pierre, on va assister à la Coupe du Monde puis on capote bien raide. Ben oui. On les trouve capotés, mais on s'ennuie pas de notre temps. Je me trompe-tu ou il y a un volet technique dans Descente par rapport au saut qui a changé depuis votre époque? Est-ce que je me trompe ou quand vous atterrissiez, il n'y avait rien de fait, nous autres, il n'y avait rien de cassé. Là. OK. C'est, à cette heure, les rampes, c'est des rampes de lancement. Ils passent le BR
Nous autres, ils cassaient un peu landing à appel, mais ils cassaient ce que tout le monde intéressait. Puis à un moment donné, si toi, tu décidais que tu allais t'atterrir sur l'autre boss, ben il n'était pas cassé, là. Fait que c'est... Puis là, c'était justement, tu avais le 5-6 pouces pour atterrir, sinon tu atterris dans le trou. Si 5-6 pouces trop loin, ben tu atterris dans le devers. Puis là, les skis te partent. Fait que ça change l'engagement quand tu arrives devant un saut, tu sais. Non, il va revenir, notre Monsieur X, il est à la salle de bain. Si vous voulez y aller, d'ailleurs, gênez-vous pas. Non, mais je me disais, une chance, ça fait longtemps qu'il est parti. Parce qu'il est tanné, on est-tu trop là? Non, pas tout au contraire, c'est excellent. Fait que ça change l'engagement. Par contre, les sauts qu'ils font, ça peut changer ta vie, là. Tu sais, si ça va mal, là, il y en a une même, d'ailleurs, une Française qui s'est cassé le cou au Mont-Gabriel. On était à son chevet à Montréal. Elle n'a plus jamais remarché de sa vie. Fait que tout ça fait en sorte que oui, le sport a évolué. Oui, je trouve ça super beau. Mais tu sais, chacun a son époque. Moi, j'aimerais ça revoir une compétition à un moment donné où c'est le free-for-all des boss n'importe où. Tu prépares les sauts, fine, c'est correct. Mais comme votre époque, tu voudrais voir les résultats. Juste voir. C'est un bon challenge. Parce que là, moi, je trouve que c'est rendu une compétition de gars ou filles en forme qui sont capables de dealer avec un parcours de boss qui est parfait sans que le bras le promène puis qui reste à la même place tout le temps. Fait que je trouve qu'il y a moins de finesse. Mais encore là, ils font des choses extraordinaires. Moi, ça n'a pas d'allure ce qu'ils font. Là. Avez-vous encore une relation avec les nouveaux athlètes du genre? Ils vous appellent-tu? Toi, vu que t'avais vraiment on est encore très dominant avec Michael Kingsbury, Alex Bilodeau. C'est-tu des gars qui t'appelaient pour dire comment t'as vécu ça? Y a-tu une transmission de la sagesse? Ou? Non, moi, ils disent pas encore lui. Sérieux? On va encore parler, maudite affaire, on va être pogné avec. Sérieusement? Ah ouais? Non. Okay. Mais ils sont super bien entourés, ils ont des bons entraîneurs, puis ils n'ont pas vraiment besoin de nous autres. Là. Okay. On fait un peu... peut-être que nous autres, on se disait, quand avec les vieux, on se disait, ils sont vieux, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que j'imagine que c'est normal que les jeunes pensent la même chose de nous autres aussi. Mais il y a des belles petites attentions. L'année passée, moi, au Mont-Tremblant, on est arrivé, on était dans le line-up, puis les skieurs de la Coupe du Monde, ils passent devant tout le monde. Puis là, moi puis lui, on embarque dans la chaise. Qui n'arrive pas à côté de nous autres, paf, qui saute, c'est Michael Kingsbury. Fait qu'on aurait aidé avec, c'était cool. C'était super le fun, mais tu sais, ils sont ailleurs, puis nous autres aussi, on est ailleurs. C'est un niveau haut. Toi, vous autres, quand vous regardez ça, est-ce que vraiment le sport, les niveaux de performance éclipsent votre époque ou vraiment c'est pas si... Tu sais, parce que là, tu as parlé du fait qu'il y a un changement. Moi, je vais te dire une chose, j'ai calculé l'affaire. En 92, aux Jeux olympiques, tout le monde descendait en 32 secondes, le même course, OK, que je vais te parler. Mettons, Edgar avait été en 29, Jean-Luc 31-32, le même parcours de boss, avec le même line-up, avec la même petite boîte de bois pour partir en haut. En 97, ma dernière année, il se descendait en 22 secondes avec 2 trips. OK. C'est malade. C'est complètement fou. Là. Ouais. On parle vraiment d'un autre niveau quand même. Ouais, mais tu sais... ça vous enlève rien, là. Mais Wayne Gretzky, ça a glace. Probablement qu'un gars du 4e trio patine plus vite que lui. Tout a évolué, les techniques d'entraînement changent, tu apprends constamment. Puis c'est correct comme ça. C'est le fun de voir de voir à quel point ça évolue, tout ça. Puis nous autres, on s'appelle, quand il y a des champions du monde, on s'appelle, on dit si on peut les regarder ensemble, on les regarde ensemble. Là, mais on dit qu'est-ce qui se passe, puis on tripe au bout. Là, on a autant de plaisir à voir les Japonais descendre maintenant que dans notre temps. Là, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est le fun de voir ça, que le sport continue d'évoluer. Là, puis ça va être quoi demain? Là? Ça va être vraiment trippant, je pense aussi. Y a-t-il un souvenir que vous passez votre temps à vous remémorer quand vous vous revoyez, là, qui dépasse les autres? Là? Y en a-t-il un que, entre vous autres, une anecdote que celle-là, elle a fait surface dans vos amitiés? Je sais pas s'il y en a une en particulier. Il y en a tellement qui reviennent, mais à un moment donné, tu finis par connaître tes coéquipiers. Puis on avait un coéquipier qui s'appelle toujours Stéphane Rochon, qui s'appelle pas il s'appelle toujours. Puis on avait fini par trouver que quand ça allait mal dans la vie de couple de Stéphane, il manquait toujours son 2e saut. Okay. C'est un gars qui manquait jamais ses sauts, mais quand ça allait mal avec sa blonde, il manquait son 2e saut. Fait qu'on avait bien du fun avec ça. On disait, ouais, Steph, ça va mal. Pour moi, t'as plus de blonde à la maison quand tu reviens. C'est chez lui. Puis il était là, il était en maudit. Puis à un moment donné, ça finit par te rester dans la tête.
là, j'imagine que quand ça allait mal avec sa blonde, là, il disait, faut pas que je manque mon deuxième tour. Il pensait juste à ça. Puis, il manquait tout le temps. Mais, tu sais, ça y a pas empêché de gagner, je sais pas combien, une dizaine de Coupes du Monde. C'est un skieur exceptionnel. Là. Nice. Mais, tu sais, il y a toutes sortes de petites émotions comme ça. À force d'être ensemble, tu finis par on continue à faire des voyages. Tu sais, nous autres, on a eu des belles anecdotes, mais on en crée d'autres. Ouais. On va, je ne veux pas dire souvent, là, mais au moins aux 2 ans, on fait un voyage de ski ensemble. Puis, ben là, c'est différent. Là. Disons que si tu es en Italie, à partir de 2 heures, la grappa coule à flot. Puis, c'est le fun. Là. On sort de là, il est 7h30. Puis on a amené d'autres amis avec nous autres une autre année. La première année, on était faire une expérience de ski à la Grave qui va rester marquée dans ma tête. Puis je suis content de l'avoir faite là parce que je ne sais pas si dans 5 ans, j'aurais eu le guts de faire ça, mais sans mettre notre vie en jeu, ça aurait pu mal virer. Puis je me rappelle, on passe quasiment à côté des séracs, puis on n'est pas des 2 de pique avec des skis d'un pied, là, puis on a l'air 2 tatas, là. On a la chienne. C'était dangereux, hein? Ouais. C'est où, ça, dans le monde? T'as nommé la Grave? La Grave, c'est dans les Hautes-Alpes. OK, parfait. C'est une montagne qu'il n'y a pas trop de filles dans le line-up. C'est un boys club, un peu. Puis un guide, c'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Tu skis avec des boudriers, puis tu as une corde, puis à un moment donné, tu arrives avec le guide, puis qu'est-ce qui arrive? Ah, ici, ça passe plus, il faut s'encorder. Ah, correct. Puis là, tu descends à paroi, à 50-60 mètres de temps. Dans du 55 degrés, tu remets tes skis, puis tu peux pas te planter là, parce que t'es loin de la maison, puis on arrivait à 10 km du village en bas, puis là, on se mettait à faire du pouce, puis là, il y a un gars qui passe avec une camionnette. Il ouvre la porte. Bien là, il y a 2 skieurs, un Suédois qui est assis là, puis il nous remonte au village. C'est fou! Ouais, c'était vraiment. Ça fait combien d'années, ça, vous avez fait ça? 7-8 ans? Ah ouais, mais quand même une belle aventure. Tu sais, c'est le fun parce que on reste des bons skieurs. On pratique pas autant, Bien, mais tu sais, pour nous autres, ça reste facile de faire du ski. Ça fait que, tu sais, puis à un moment donné, on se connaît quand même beaucoup. Ça fait que, tu vois, quand un, ça tente de faire quelque chose, puis l'autre, ça tente pas, ou on va là, puis on se comprend là, sans se parler. Ça fait que c'est facile de... Puis, tu sais, Pierre, voyager, c'est super facile. Tu sais, la Grave, moi, j'avais décidé d'y aller, puis une semaine avant, par hasard, il m'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben là, je m'en vais à l'Inzage, ça me tente d'aller voir la Grave. » Il dit « J'arrive. » Paf, ça s'est décidé comme ça. Une semaine, on arrive là, puis... Tu sais, le hasard fait qu'on tombe jamais sur le guide parfait. Là. Nous autres, on tombe sur le rejet de la gang, là, qui arrive avec sa barbe tout croche, plus de voix parce qu'il fume trop, il est tout décalissé, là, puis là, c'est notre guide. Pendant 3 jours, puis ça clique dans même. Tu sais, il met son pied dans la porte pour pas que la porte de télécabine ferme, comme ça, il peut fumer tant qu'il veut en montant, puis il passe son paquet en montant, puis là, tu dis, waouh, OK, on s'en va où, là? Puis lui non plus, il sait pas. Il décide en haut, on va aller là. Ouais. Fait que, à un moment donné, ils ont du fun, ces guides-là aussi, là, parce que là, ils skient avec 2 anciens skieurs de Coupe du Monde. Là, puis, à un moment donné, les premiers jours, on avait la chienne, nous autres, avec. Là. On était sortis de notre zone de confort. Là. Tu finis dans une espèce de couloir de fou, puis tu as un rocher qui est squeezé dans la paroi rocheuse, puis là, il faut que tu passes en rappel par-dessus. Ah, mon Dieu! Puis là, à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, non, on va-tu encore avoir peur pendant 3 jours de temps, ou on passe par-dessus, puis on y va? Mais là, quand on a décidé qu'on y allait, là, le guide, là, il a fait « Wow, OK, là, on est rendu dans une autre game. » Puis le soir, je me rappelle, il a dit à sa blonde, il a dit « Les mecs, là, ils skient. » Fait que le lendemain, il nous a amené faire une pente qui s'appelle le pan de rideau. OK. Ben, le pan de rideau, là, pour rentrer, il fallait monter en pot de phoque pendant un méchant bout de temps, en haut du centre de ski, puis il fallait rentrer dans une traverse où, tu sais, d'une main, tu touches à la pente, puis en arrière, là, si tu tombes, ça fait mal. Là. Si t'es en phase exposée, tu meurs. Ouais. Vous voulez que je vous encorde? Là, j'ai dit, pourquoi? Ah, ici, il dit, tous les gens qui sont tombés sont décédés. C'est une bonne moyenne. Là, je regarde Jean-Luc, il avait l'air sidéré. Je dis, Jean-Luc, tu restes sur le pad, il n'y a pas de trouble. Ouais. Ben, des fois, on se regarde, on dit, t'as la chaîne, là? Il répond, ouais. OK, on est 2. Là, on continue, puis à un moment donné, ben, quand on arrive dans la pente, ben, on retourne dans notre élément, puis on se paye un kick en descente, comme ça n'a pas d'allure. Nice. C'est le fun. On a quand même une belle chimie. Puis, Ben, vous m'avez un peu fait vivre ça, parce que quand j'étais arrivé sur le sommet de la montagne à Tremblant, moi, je me considère, je suis un planchiste à cette heure. Fait que, tu sais, en planche, suivre des skieurs, c'est pas toujours évident. C'est quand même un bon challenge. Puis je me souviens, j'étais avec Maxime, qui est notre ami commun. On est monté en haut de la montagne, puis rendu en haut, vous êtes tous regardés en disant, hey, on fait-tu la Eric Gay? Fait que là, je savais
pas c'était quoi. Moi, tu sais, j'étais en snowboard et j'ai réalisé que j'étais juste rendu au top de la montagne. Puis Pierre était déjà rendu petit de même à l'autre bout, mais je venais de comprendre que j'étais dans le trouble. Là. Parce que descendre la Eric Gay, peut-être que pour vous autres qui avaient fait la grave, moi, par exemple, en fait, ouais, là, ça va être une très longue journée pour nous autres. Mais c'est souvent, malheureusement, ce que le feeling des gens, mais tu sais, pour nous autres, là, je parle pour toi, Pierre, mais ce qui est important, c'est vraiment pas la performance. Puis même, on skie pas trop avec des gens qui sont juste axés performance parce qu'on n'a pas de fun. On skie avec du monde qui aime ça. C'est juste ça qu'on a de besoin. Puis après ça, dans une pente, chacun va à son rythme. Puis on s'en balance, que les gens soient bons ou pas bons. Nous autres, on veut qu'ils soient contents en bas, puis qu'on soit contents, puis on finit au bar ensemble. Ben oui. Ça fait que c'est de même que vous m'avez fait filer ce jour. Mais la prochaine fois qu'on en fait du ski, on va t'amener juste à côté de la Eric Gay qui s'appelle la Vertige ou la Zigzag. Parce que moi puis lui, en ski de printemps, la dernière run de l'année, on l'a fait tout nu, du haut jusqu'en bas d'un boss. Sérieux? C'était tellement drôle. Mais comment vous êtes rendu en haut habillés tout non, on était habillés. Fait que là, à un moment donné, on te garde, il fait beau. C'est la dernière de l'année. Puis là, à un moment donné, je me reviens de bord. Jean-Luc qui se baisse les culottes. Puis là, là, tu skis d'un boss. T'es pogné, là. Tu peux plus t'écarter. Il part d'un boss, boum, bah, là, ben, j'ai comme pas le choix. Fait que moi, fais la même affaire. Fait que là, il y a ton chum qui te garde. Fait que là, on continue. On arrive à mi-montagne. Il y a plein de monde qui arrête. Puis là, qui prennent un saut. Fait que nous autres, on se relève un peu les culottes. Mais non, lui, il rebaisse, puis il continue. Il pogne le saut, fait twist. Ah ben, je dis, moi, je me mets mes lunettes dans ma bouche, je tire un backflip à poil. À poil? Wow! Fait qu'on s'est relevé les culottes à Place Saint-Bernard. Ouais. Tu vois, Jean-Luc. Ce qu'on avait oublié, par exemple, ce qu'on n'avait pas pensé dans les bosses en haut, dans le zigzag, dans le vertige, c'est quand tes culottes qui sont pognées sur tes bottes de ski, la neige en va, la neige de printemps, puis à un moment donné, c'est frette. Fait que c'est pas trop impressionnant quand t'arrives en milieu de montagne et tout le monde te regarde, là, tu fais « Ouais, ok, je pensé à ça avant. » mais je suis content, Jean-Luc, que t'aies ce côté-là, parce que ouais, ça me fait vraiment rire que vous ayez... Mais c'était le genre de folie, parce que, tu sais, on a commencé l'entrevue, vous avez parlé que t'as vu les Français faire un backflip, puis t'as dit « Moi, j'y vais. » Puis ça finit que, rendu plus loin dans vos aventures, c'est « Je vais descendre la zigzag tout nu au printemps. » J'adore votre continuité, belle constance, les gars. Belle constance. Hey, pour vrai, je pourrais jaser de ça longtemps avec vous autres, mais vous recevoir aujourd'hui, c'était un bel honneur. J'ai le goût d'aller skier. Même si on est en COVID, je souhaite à tout le monde d'y aller. Vous avez une belle amitié, les gars, gardez ça. Puis honnêtement, ben, pour moi, merci Pierre de m'avoir fait rencontrer Jean-Luc. Je te dis, pour moi, pour tous mes amis du secondaire là, qui vont voir ça, ils vont me dire, ce gars-là, il a rencontré le gars qu'on a tout nommé, on a tout rêvé à toi, on a tout pensé à ça. J'ai descendu une descente avec toi. Pour moi, t'es un vrai champion, t'inspires ça. Puis, tu sais, sérieusement, t'es un gentleman. Tu sais, ça me fait capoter de dire que tu t'exprimes bien de même. Le ski a pas pu espérer un meilleur gars prendre le téléphone puis appeler CKMF puis toutes ces affaires. Appelle une boîte vocale pendant 8 ans, tu vas voir, ça pratique. Sur ce, merci Pierre. Merci Jean-Luc. Super entrevue. Fantastique. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a reconcile born, so ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to do with who you know. Keeping it true to form 10 L's into a million though. But they already knew that those farewell to your opinions. Know that he is something. This is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah, keeping it true to form, but they already knew that.